Sous la surface des mythes, un même récit revient, comme une cicatrice commune à l'humanité. Une pluie infinie, des océans montant au-delà des rivages, le ciel déversant sa colère silencieuse, le monde englouti, les hommes réduits au souvenir. Le grand déluge traverse les langues, les continents, les âges, comme un écho que rien n'éteint. Et si ces histoires n'étaient pas seulement des symboles, mais les fragments d'une mémoire effacée, si derrière ces eaux dormait le fantôme d'une civilisation disparue, trop fragile pour résister à l'oubli, dans les profondeurs de cette hypothèse se trouvent les ombres d'un autre passé, dissimulé sous la boue, les vagues et la poussière du temps. Les récits de grandes inondations apparaissent comme des songes récurrents dans l'imaginaire des peuples. On les trouve gravés sur des tablettes d'argile, murmurés dans les temples, transmis de bouche en bouche autour des feux. Chaque culture, séparée par des océans et des siècles, semble avoir gardé une mémoire commune, celle d'une eau sans fin, d'un ciel qui s'ouvre, de mondes submergés. Les mythes ne se ressemblent pas dans leurs détails, mais partagent une trame obstinée, comme si tous étaient un temps les fragments d'une même blessure. En Mésopotamie, les tablettes sumériennes et sumériennes racontent la colère des dieux et la survie d'un homme averti, avant que la tempête ne s'abatte. Les fleuves Tigre et Euphrate, capricieux et dévastateurs, avaient déjà façonné la vie et la mort de ces civilisations. Quand les scribes évoquent les eaux montant jusqu'au Teutoit, ils ne décrivent pas seulement une légende, mais aussi une peur tangible, enracinée dans l'expérience des crues meurtrières. Dans cette vallée fertile, l'homme dépendait des fleuves, mais vivait dans la crainte constante de leur déchaînement. Bien plus loin, en Amérique centrale, les peuples Nahuas transmettaient un récit presque jumeau. Le monde aurait été détruit par l'eau, submergeant les montagnes, effaçant les générations précédentes. Seuls quelques survivants auraient en trouvé refuge dans un tronc d'arbre creusé ou sur le dos d'un animal sacré. Les Mayas, de leur côté, parlaient un cancré de cycles de création et de destruction, l'un d'eux se terminant par un déluge qui nettoya la terre avant qu'une nouvelle humanité ne renaisse. Ces images semblent étrangères au plateau du Yucatan, mais elles résonnent avec une profondeur troublante, comme si l'océan avait laissé son empreinte jusque dans l'inconscient de peuples éloignés. Les récits autochtones d'Amérique du Nord reprennent eux aussi cette histoire d'une eau sans fin. Chez les Hopis, les anciens racontaient que le monde précédent avait été détruit par un déluge envoyé pour punir l'oubli des traditions sacrées. Seuls quelques justes, guidés par l'esprit, furent sauvés dans des roseaux géants. Plus au nord, les tribus des côtes canadiennes décrivent une fuite vers les sommets lorsque la mer monta si haut qu'elle engloutit toutes les vallées. Ces histoires furent longtemps considérées comme de simples fables morales. Mais aujourd'hui, les chercheurs savent que la fonte des calottes glaciaires, à la fin de l'âge de glace, provoqua des élévations marines abruptes qui auraient pu marquer à jamais les mémoires. Dans les récits de l'Inde ancienne, on retrouve la figure de Manu, averti par un poisson divin que des pluies cataclysmiques allaient engloutir le monde. Il construisit un navire pour survivre et préserver la semence de toutes choses. Ce récit védique, vieux de milliers d'années, rejoint étrangement les histoires de Mésopotamiennes et bibliques. Comment expliquer que des civilisations séparées par des continents, sans contact apparent, aient gardé en mémoire la même vision de destruction ? Certains anthropologues y voient une transmission culturelle diffuse, un échange de motifs mythologiques au gré des migrations et des routes maritimes. D'autres défendent l'idée d'une mémoire collective forgée par des événements climatiques globaux. La fin du Pléistocène fut en effet marquée par des bouleversements brutaux, l'effondrement des glaciers, la montée soudaine des océans, les pluies torrentielles. Pour les populations de l'époque, ces changements étaient incompréhensibles et effrayants. Leur seule manière de donner sens à ces désastres fut de les traduire en récits, transmis ensuite comme avertissements sacrés. Et pourtant, l'énigme persiste. Pourquoi ce motif universel du déluge, alors que d'autres catastrophes, tremblements de terre, incendies, famines, n'ont pas suscité une telle unanimité mythologique ? La répétition du thème à travers les continents et les millénaires dépasse la simple coïncidence. On dirait que l'humanité entière garde dans sa mémoire profonde la trace d'un événement qui aurait marqué la planète entière. Sur les plateaux de l'Anatolie, les fouilles de Göbekli Tepe révélant un sanctuaire construit il y a plus de 11 000 ans, soit bien avant l'apparition des grandes civilisations agricoles. Certains chercheurs avancent l'idée que ce site fut érigé peu après une catastrophe climatique majeure, peut-être liée à l'événement du Junger Dryas, période de refroidissement brutal qui s'acheva par une fonte massive des glaciers. Si cette hypothèse est juste, alors les mythes du déluge pourraient être l'écho millénaire de ces bouleversements. Au-delà de la science, ces récits résonnent comme des avertissements.
Il rappelle la fragilité des mondes humains face à la nature. Chaque génération, en racontant l'histoire du déluge, transmet l'idée qu'aucune civilisation, aussi avancée soit-elle, n'est à l'abri d'être effacée par les eaux. La répétition du motif agit comme une mémoire de survie, une façon de garder vivante la peur et donc la vigilance. Et si ces récits ne parlaient pas seulement de survie matérielle, mais aussi de mémoire perdue? Si, derrière le mythe, se cachait le souvenir effacé de sociétés disparues, englouties avant de pouvoir transmettre leur savoir? Cette possibilité trouble l'idée que le déluge ne soit pas seulement une parabole, mais le voile posé sur une histoire oubliée. À chaque récit entendu, une même image revient, l'eau qui recouvre tout, les hommes cherchant refuge sur des sommets, les survivants porteurs d'une mémoire fragmentaire. Le monde recommence, mais il n'est plus le même. Une coupure radicale, un avant et un après, c'est peut-être cela que nos ancêtres ont voulu préserver. Le souvenir d'une rupture, l'idée que le temps n'est pas linéaire, mais marqué par des effacements soudains. De Sumer aux Andes, des Védas au récit le polynésien, l'histoire est toujours la même. Les eaux montent, les hommes se perdent, quelques-uns survivent et racontent. Les eaux finissent par se retirer, mais elles laissent derrière elles une cicatrice indélébile, une mémoire qui ne veut pas disparaître. Et ainsi le déluge ne s'efface jamais complètement. Il revient dans les rêves, dans les mythes, dans les souvenirs enfouis. Comme une marée invisible, il hante l'humanité tout entière, rappelant sans cesse que ce qui a été englouti pourrait un jour revenir. Au cœur des plaines de Mésopotamie, là où les fleuves Tigre et Euphrate dessinaient leurs méandres fertiles, naquit l'une des plus anciennes civilisations connues. C'est ici, sur des tablettes d'argile, que s'est inscrite une histoire qui ressemble étrangement aux légendes que d'autres peuples racontaient bien plus loin, dans d'autres langues et d'autres mondes. L'épopée de Gilgamesh, l'un des plus anciens récits littéraires conservés, porte dans ses lignes la trace d'un cataclysme qui semble avoir marqué l'humanité entière, le déluge. Les fragments retrouvés à Ninive et dans d'anciennes cités sumériennes racontent la rencontre de Gilgamesh avec Utanapishtim, un homme qui avait survécu à une inondation dévastatrice. Ce survivant, choisi par les dieux, avait construit une grande embarcation, y avait rassemblé les semences de toutes choses, puis avait vu l'humanité s'éteindre sous des pluies sans fin. Ce récit, gravé il y a plus de 4 millénaires, n'est pas seulement une fable morale. Il décrit avec une précision presque obsédante des images qui réapparaissent dans d'innombrables traditions. Le navire, les animaux préservés, la montagne où s'échoue l'embarcation, le corbeau et la colombe envoyés en éclaireur. Pourquoi un tel récit, si proche de celui que la Bible transmettra plus tard à travers l'histoire de Noé? La question intrigue depuis des siècles. Certains y voient s'accrocher à la source directe du texte biblique, une transmission de Sumer à Babylone puis aux Hébreux. Mais au-delà des filiations littéraires, d'autres s'interrogent. Et si ces récits ne faisaient un peu qu'évoquer un souvenir collectif plus ancien encore, un événement que plusieurs peuples auraient gardé en mémoire chacun à leur manière? Les Sumériens eux-mêmes se présentaient comme les héritiers d'un temps oublié. Leur liste royale mentionne des dynasties régnant avant le déluge, souvent durant des milliers d'années, comme si l'on avait voulu conserver la trace d'une humanité différente, plus ancienne, presque mythique. Puis vient le déluge qui efface tout. Après lui, de nouveaux rois, plus éphémères, reprennent place dans la chronologie. Ce découpage brutal, ce mur d'eau séparant en deux ères, frappe par sa ressemblance avec les mythes d'autres régions. Un temps d'avant, un effacement, puis une renaissance. La Mésopotamie connaissait bien la puissance des eaux. Chaque année, les crues la pouvaient nourrir ou détruire, apporter la fertilité ou la mort. Mais dans ces récits, il n'est pas question d'une crue ordinaire. Il s'agit d'une submersion totale, engloutissant cités et peuples, redessinant le monde. Les scribes sumériens, avec leur langue taillée dans l'argile, semblent avoir voulu fixer une mémoire plus profonde que celle des désastres saisonniers. Les archéologues d'Ortium du XIXe siècle, lorsqu'ils déchiffrèrent pour la première fois l'histoire d'Utanapishtim, furent saisis par le parallèle avec la Genèse. Cette convergence souleva des débats houleux. Les récits bibliques n'étaient donc pas uniques, mais plongèrent dans un fond commun plus ancien. Pour certains, cette découverte affaiblissait le caractère sacré des Écritures. Pour d'autres, elle révélait au contraire une vérité plus vaste inscrite dans la mémoire universelle de l'humanité. Mais au-delà des comparaisons religieuses, une autre question persiste. Que voulaient vraiment transmettre les Sumériens? Leur culture, riche en symboles, n'écrivait pas pour distraire mais pour préserver des vérités essentielles. Un récit aussi marquant que celui du déluge ne pouvait être anodin.
Il servait peut-être d'avertissement, tout ce qui est bâti peut disparaître. Ou bien il s'agissait d'un souvenir réel, fixé dans la pierre pour ne pas sombrer dans l'oubli. Les fouilles de la région de Churupak, une ancienne cité sumérienne, ont révélé une couche de sédiments argileux qui témoigne d'une inondation massive. Datée d'environ 2900 avant notre ère, cette trace géologique correspond étrangement à la période où les textes situent l'événement. Était-ce une crue locale, transfigurée en mythe cosmique, ou bien le vestige matériel d'un cataclysme plus vaste dont le souvenir a nourri les légendes? La figure d'Utanapishtim, dans l'épopée, incarne cette mémoire. Sauvé des eaux, il devient immortel, condamné à porter seul le poids du souvenir d'un monde disparu. Son rôle est clair, transmettre, raconter à Gilgamesh et à travers lui à l'humanité ce qui ne doit pas être oublié. La mémoire du déluge n'est pas seulement celle d'une catastrophe naturelle, c'est la mémoire d'une coupure, d'une frontière invisible entre deux humanités. Dans les temples de Sumer, les prêtres lisaient-on ces tablettes comme on consulte une archive sacrée. La parole des dieux gravée dans l'argile ne pouvait être effacée. Ainsi le déluge devenait une mémoire collective, entretenue génération après génération, non pour expliquer le passé seulement, mais pour prévenir de l'avenir. L'idée que les civilisations peuvent être balayées, que la grandeur est fragile, est peut-être le legs le plus profond de ces récits. Les spécialistes modernes se divisent encore. Pour certains, le déluge n'est qu'un mythe agricole, né de l'angoisse des crues et transformé en légende universelle. Pour d'autres, il témoigne d'événements climatiques réels, l'effondrement des glaciers, la montée soudaine du niveau des mers, des pluies diluviennes qui auraient remarqué de vastes régions. Quoi qu'il en soit, la puissance de ces récits tient à leur persistance. Des milliers d'années plus tard, nous les lisons encore, et ils nous troublent toujours. La mémoire de Sumer est une mémoire brisée. Ces tablettes, fragmentées, portent des lacunes béantes, des lignes effacées par le temps. Mais ce qui subsiste suffit à esquisser une silhouette, celle d'un monde d'avant, d'une humanité effacée par les eaux. Comme si l'histoire entière n'était qu'un palimpseste, un texte réécrit sur les ruines d'un autre, plus ancien. Ce qui frappe, c'est la manière dont ce souvenir s'est répandu. Des scribes hébreux, des prêtres indiens, des conteurs amérindiens, tous semblent avoir hérité d'un même noyau de mémoire. La Mésopotamie, berceau de l'écriture, fut peut-être aussi le berceau de cette transmission. Mais rien ne dit que la source ne soit pas plus ancienne, que les Sumériens eux-mêmes n'aient pas seulement recueilli une mémoire déjà venue d'ailleurs, transmise par les survivants d'un monde englouti. Chaque fragment de tablette retrouvé agit comme une pièce d'un puzzle, inachevé. Le visage du passé demeure flou, mais l'écho du déluge reste clair, vibrant. Derrière l'argile, derrière les mots gravés, se cache l'ombre d'un souvenir qui refuse de mourir. C'est cette insistance qui trouble, l'impression que l'humanité tente de se rappeler quelque chose qu'elle a perdu, quelque chose qui la hante encore. Ainsi, dans les plaines de Sumer, la première civilisation urbaine porte aussi en elle la première grande mémoire de destruction. Entre les lignes de l'épopée de Gilgamesh, entre les règnes fabuleux des rois d'avant et la brutalité des crues, une question persiste, suspendue comme un fil fragile. Et si les Sumériens avaient été les gardiens involontaires d'un passé plus ancien, d'un monde disparu dont nous ne percevons plus que les reflets déformés dans leurs mythes, au cœur des plaines de Mésopotamie, là où les fleuves Tigre et Euphrate dessinaient leurs méandres fertiles, naquit l'une des plus anciennes civilisations connues. C'est ici, sur des tablettes d'argile, que s'est inscrite une histoire qui ressemble étrangement aux légendes que d'autres peuples racontaient bien plus loin, dans d'autres langues et d'autres mondes. L'épopée de Gilgamesh, l'un des plus anciens récits littéraires conservés, porte dans ses lignes la trace d'un cataclysme qui semble avoir marqué l'humanité entière, le déluge. Les fragments retrouvés à Ninive et dans d'anciennes cités sumériennes racontent la rencontre de Gilgamesh avec Utanapishtim, un homme qui avait survécu à une inondation dévastatrice. Ce survivant, choisi par les dieux, avait construit une grande embarcation, y avait rassemblé les semences de toutes choses, puis avait vu l'humanité s'éteindre sous des pluies sans fin. Ce récit, gravé il y a plus de 4 millénaires, n'est pas seulement une fable morale. Il décrit avec une précision presque obsédante des images qui réapparaissent dans d'innombrables traditions. Le navire, les animaux préservés, la montagne où s'échoue l'embarcation, le corbeau et la colombe envoyés en éclaireur. Pourquoi un tel récit, si proche de celui que la Bible transmettra plus tard à travers l'histoire de Noé?
La question intrigue depuis des siècles. Certains y voient s'accrocher à la source directe du texte biblique, une transmission de Sumer à Babylone puis aux Hébreux. Mais au-delà des filiations littéraires, d'autres s'interrogent. Et si ces récits ne faisaient un peu qu'évoquer un souvenir collectif plus ancien encore, un événement que plusieurs peuples auraient gardé en mémoire chacun à leur manière. Les Sumériens eux-mêmes se présentaient comme les héritiers d'un temps oublié. Leur liste royale mentionne des dynasties régnant avant le déluge, souvent durant des milliers d'années, comme si l'on avait voulu conserver la trace d'une humanité différente, plus ancienne, presque mythique. Puis vient le déluge qui efface tout. Après lui, de nouveaux rois, plus éphémères, reprennent place dans la chronologie. Ce découpage brutal, ce mur d'eau séparant en deux ères, frappe par sa ressemblance avec les mythes d'autres régions. Un temps d'avant, un effacement, puis une renaissance. La Mésopotamie connaissait bien la puissance des eaux. Chaque année, les crues la pouvaient nourrir ou détruire, apporter la fertilité ou la mort. Mais dans ces récits, il n'est pas question d'une crue ordinaire. Il s'agit d'une submersion totale, engloutissant cités et peuples, redessinant le monde. Les scribes sumériens, avec leur langue taillée dans l'argile, semblent avoir voulu fixer une mémoire plus profonde que celle des désastres saisonniers. Les archéologues d'Ortien du XIXe siècle, lorsqu'ils déchiffrèrent pour la première fois l'histoire d'Utanapishtim, furent saisis par le parallèle avec la Genèse. Cette convergence souleva des débats houleux. Les récits bibliques n'étaient donc pas uniques, mais plongèrent dans un fond commun plus ancien. Pour certains, cette découverte affaiblissait le caractère sacré des Écritures. Pour d'autres, elle révélait au contraire une vérité plus vaste inscrite dans la mémoire universelle de l'humanité. Mais au-delà des comparaisons religieuses, une autre question persiste. Que voulaient vraiment transmettre les Sumériens ? Leur culture, riche en symboles, n'écrivait pas pour distraire mais pour préserver des vérités essentielles. Un récit aussi marquant que celui du déluge ne pouvait être anodin. Il servait peut-être d'avertissement, tout ce qui est bâti peut disparaître. Ou bien il s'agissait d'un souvenir réel, fixé dans la pierre pour ne pas sombrer dans l'oubli. Les fouilles de la région de Chouroupak, une ancienne cité sumérienne, ont révélé une couche de sédiments argileux qui témoigne d'une inondation massive. Datée d'environ 2900 avant notre ère, cette trace géologique correspond étrangement à la période où les textes situent l'événement. Était-ce une crue locale, transfigurée en mythe cosmique, ou bien le vestige matériel d'un cataclysme plus vaste dont le souvenir a nourri les légendes? La figure d'Utanapishtim, dans l'épopée, incarne cette mémoire. Sauvé des eaux, il devient immortel, condamné à porter seul le poids du souvenir d'un monde disparu. Son rôle est clair, transmettre, raconter à Gilgamesh et à travers lui à l'humanité ce qui ne doit pas être oublié. La mémoire du déluge n'est pas seulement celle d'une catastrophe naturelle, c'est la mémoire d'une coupure, d'une frontière invisible entre deux humanités. Dans les temples de Sumer, les prêtres lisaient ces tablettes comme on consulte une archive sacrée. La parole des dieux gravée dans l'argile ne pouvait être effacée. Ainsi le déluge devenait une mémoire collective, entretenue génération après génération, non pour expliquer le passé seulement, mais pour prévenir de l'avenir. L'idée que les civilisations peuvent être balayées, que la grandeur est fragile, est peut-être le legs le plus profond de ces récits. Les spécialistes modernes se divisent encore. Pour certains, le déluge n'est qu'un mythe agricole, né de l'angoisse des crues et transformé en légende universelle. Pour d'autres, il témoigne d'événements climatiques réels, l'effondrement des glaciers, la montée soudaine du niveau des mers, des pluies diluviennes qui auraient remarqué de vastes régions. Quoi qu'il en soit, la puissance de ces récits tient à leur persistance. Des milliers d'années plus tard, nous les lisons encore, et ils nous troublent toujours. La mémoire de Sumer est une mémoire brisée. Ces tablettes, fragmentées, portent des lacunes béantes, des lignes effacées par le temps. Mais ce qui subsiste suffit à esquisser une silhouette, celle d'un monde d'avant, d'une humanité effacée par les eaux. Comme si l'histoire entière n'était qu'un palimpseste, un texte réécrit sur les ruines d'un autre, plus ancien. Ce qui frappe, c'est la manière dont ce souvenir s'est répandu. Des scribes hébreux, des prêtres indiens, des conteurs amérindiens, tous semblent avoir hérité d'un même noyau de mémoire. La Mésopotamie, berceau de l'écriture, fut peut-être aussi le berceau de cette transmission. Mais rien ne dit que la source ne soit pas plus ancienne,
que les Sumériens eux-mêmes n'aient pas seulement recueilli une mémoire déjà venue d'ailleurs, transmise par les survivants d'un monde englouti. Chaque fragment de tablette retrouvé agit comme une pièce d'un puzzle, inachevé. Le visage du passé demeure flou, mais l'écho du déluge reste clair, vibrant. Derrière l'argile, derrière les mots gravés, se cache l'ombre d'un souvenir qui refuse de mourir. C'est cette insistance qui trouble. L'impression que l'humanité tente de se rappeler quelque chose qu'elle a perdu, quelque chose qui la hante encore. Ainsi, dans les plaines de Sumer, la première civilisation urbaine porte aussi en elle la première grande mémoire de destruction. Entre les lignes de l'épopée de Gilgamesh, entre les règnes fabuleux des rois d'avant et la brutalité des crues, une question persiste, suspendue comme un fil fragile. Et si les Sumériens avaient été les gardiens involontaires d'un passé plus ancien, d'un monde disparu dont nous ne percevons plus que les reflets déformés dans leurs mythes, le récit du déluge biblique appartient aux textes les plus connus de l'humanité. L'histoire de Noé, de son arche, des animaux rassemblés deux par deux, des eaux qui recouvrent la terre entière, a traversé les siècles avec une force intacte. Pourtant, derrière la simplicité apparente de ce récit, se cache une profondeur troublante. Car si la Bible raconte la fin d'un monde et la survie d'un seul homme choisi, elle transmet aussi autre chose, la mémoire d'un oubli, la trace d'une coupure que l'on ne peut combler. Dans la Genèse, tout commence par le regard de Dieu posé sur une humanité corrompue. La violence et le chaos règnent, si bien que le Créateur décide d'effacer son œuvre. Seul Noé trouve grâce à ses yeux. Il reçoit l'ordre de bâtir une arche gigantesque, d'y rassembler sa famille et les représentants de chaque espèce animale, puis d'attendre que les pluies s'abattent. 40 jours et 40 nuits, les cieux s'ouvrent et déversent leurs eaux, tandis que les sources des abîmes jaillissent du sol. Le monde est recouvert, toute chair disparaît, puis enfin les flots se retirent. L'arche s'échoue sur le mont Ararat. Une colombe relâchée par Noé revient d'abord les ailes vides, puis porte un rameau d'olivier, signe que la vie renaît. Cette image d'une puissance symbolique inépuisable semble pourtant faire écho à des souvenirs plus anciens. On y retrouve les mêmes motifs que dans les récits mésopotamiens. L'homme averti, l'embarcation salvatrice, la pluie sans fin, les animaux préservés, l'oiseau envoyé en reconnaissance. La Bible a donné à ce récit une coloration morale et théologique. Le déluge n'est pas seulement un désastre naturel, il est la conséquence directe de la faute des hommes. Mais au-delà de cette lecture spirituelle, quelque chose d'autre se dessine, la persistance d'un souvenir plus ancien, reformulé, intégré dans une nouvelle mémoire. Les exégètes modernes s'accordent à dire que l'histoire de Noé est le fruit d'un tissage complexe. Elle mêle plusieurs traditions, peut-être d'origine différente, assemblées dans le texte que nous connaissons. Certains fragments pourraient en venir d'archives babyloniennes, d'autres d'une tradition plus locale. Mais ce qui frappe, c'est la constance du thème, sa résistance à l'effacement. À travers la Bible, ce souvenir du déluge s'est répandu à une échelle sans précédent, devenant un récit fondateur pour des millions de croyants. Le rôle du déluge biblique dépasse la simple histoire. Il marque une frontière entre deux temps. L'humanité d'avant le déluge, décrite comme violente et corrompue, disparaît sans retour. Après, tout recommence, mais sous une autre alliance. Dieu promet à Noé qu'il n'y aura plus jamais de déluge universel, et signe ce pacte par l'arc-en-ciel. L'image est frappante, un monde détruit, un nouveau monde inauguré et la conscience d'un basculement irréversible. Derrière ce récit se devine une mémoire fragmentaire, car ce qui est raconté n'est pas seulement une punition divine, mais un effacement. L'humanité tout entière, avec ses œuvres, ses cités, ses histoires, est balayée. Il ne reste rien, sinon ce que Noé transporte avec lui. Le déluge est donc aussi un récit de perte, une reconnaissance que tout ce qui précède est voué à disparaître dans l'oubli. En ce sens, la Bible raconte moins la survie de Noé que l'effacement de mondes entiers dont nous ne saurons jamais rien. Les archéologues ont longtemps cherché à retrouver une trace matérielle de ce cataclysme. Certains ont évoqué l'hypothèse d'une inondation majeure dans la région de la mer Noire, lorsque des eaux marines se seraient engouffrées brusquement dans un bassin alors isolé. D'autres pointent les crues violentes du Tigre et de l'Euphrate capables de recouvrir de vastes plaines. D'autres encore pensent des bouleversements plus globaux, liés à la fin de l'âge de glace. Mais aucune de ces explications ne suffit à rendre compte de la puissance universelle du mythe. Le déluge biblique n'est pas la mémoire d'une seule inondation, mais peut-être l'écho amplifié de désastres multiples, réinterprétés comme un seul événement cosmique.
Dans la tradition juive, le déluge devient aussi un miroir spirituel. Il raconte la fragilité de l'humanité face au divin, l'exigence morale inscrite au cœur de l'existence. Dans la tradition chrétienne, il prend une dimension symbolique encore plus large, préfigurant le baptême, le passage par l'eau comme purification. Dans l'islam, enfin, le Coran reprend et réinterprète l'histoire, plaçant Noé comme prophète d'une humanité rebelle. Chaque fois, le motif du déluge est repris, reconfiguré, mais toujours il conserve sa trame fondamentale, l'effacement, la survie d'un juste, le recommencement. Et pourtant, derrière ces usages théologiques, l'impression demeure que le récit conserve autre chose, quelque chose d'antérieur, comme si les rédacteurs bibliques avaient puisé dans un fond commun de mémoire, sans même en avoir conscience. Les images du déluge ne s'expliquent pas seulement par la théologie, elles portent la marque d'un traumatisme plus ancien, un souvenir collectif transmis de génération en génération, jusqu'à se fossiliser dans les Écritures. Ce qui intrigue, c'est la précision de certains détails. Le nombre des jours de pluie, le rôle des oiseaux, le mont où s'échoue l'arche, autant d'éléments qui semblent s'en correspondre à une mémoire vécue plutôt qu'à une invention pure. Même si les textes ont transformé ces souvenirs en symboles, ils pourraient en garder la trace déformée d'événements réels. Comme si le déluge biblique n'était pas seulement une parabole, mais le reflet assombri d'une catastrophe véritable. Le déluge dans la Genèse agit comme une cicatrice. Il rappelle à chaque génération que le monde peut disparaître, que l'humanité n'est jamais assurée de sa continuité. L'histoire de Noé est répétée aux enfants, lue dans les temples, rappelée dans les prêches. Elle est devenue une mémoire vivante, toujours transmise, toujours réinterprétée. Mais derrière cette mémoire se cache un autre visage, celui de tout ce qui fut perdu, des civilisations effacées, des langues disparues, des savoirs engloutis. Peut-être est-ce là le cœur du mystère. Car si la Bible raconte avec tant de force l'histoire de Noé, c'est qu'elle raconte en creux l'histoire de tout ce qui n'a pas survécu. Le déluge biblique est un récit d'oubli, une reconnaissance implicite que des mondes entiers ont disparu sans laisser de traces. Le texte ne peut leur rien dire de ces mondes, sinon qu'ils furent engloutis. Mais leur absence pèse dans chaque ligne, comme une ombre silencieuse. Ainsi, le déluge n'est pas seulement une histoire de destruction, mais une histoire de mémoire effacée. Les eaux n'ont pas seulement emporté des vies, elles ont emporté des histoires, des langues, des cultures. Ce silence est peut-être le plus mystérieux, car derrière Noé, derrière l'arche, derrière le rameau d'olivier, il y a une multitude de voix qui ne furent jamais entendues, des mondes qui se sont dissous sans retour. Le récit biblique ne cherche pas à combler ce vide, il l'assume, il le sanctifie. L'oubli devient sacré parce qu'il est l'expression du jugement divin. Mais pour l'historien, pour l'anthropologue, cet oubli demeure une énigme. Car si les mythes du déluge racontent la même chose partout dans le monde, peut-être est-ce que derrière eux, il y a réellement eu un monde effacé, une civilisation perdue, que les textes ne savent de plus nommer. Alors, lire l'histoire de Noé, ce n'est pas seulement méditer sur la faute et le salut, c'est aussi contempler le silence de tout ce qui n'est plus, une mémoire enfouie, fragmentaire, qui nous parvient comme une rumeur à travers les siècles. Le déluge biblique, plus que tout autre, est le récit de cet oubli sacralisé, de ce passé englouti que nous pressentons sans jamais le connaître. Parmi les récits les plus anciens de l'Inde, au cœur des Védas et des Puranas, se trouve une histoire qui résonne comme un écho lointain des déluges mésopotamiens et bibliques. Elle raconte l'avertissement d'un poisson petit et fragile au départ, mais porteur d'un secret qui allait sauver le monde. Ce poisson divin, Matsya, approche l'homme nommé Manu et lui annonce que les eaux vont bientôt recouvrir la terre entière. Manu, guidé par cette créature, construit une grande embarcation y rassemble les graines des plantes et les représentants des êtres vivants. Lorsque le déluge survient, le poisson devenu immense tire l'arche vers les sommets de l'Himalaya. Le récit de Manu est ancien, enraciné dans les traditions védiques. Il est pourtant traversé de motifs étrangement familiers: l'homme choisi, l'avertissement d'un être surnaturel, la construction d'une arche, la préservation de la vie et l'attente du retrait des eaux. La récurrence de ces éléments, si proches de ceux de Noé ou d'Utanapishtim, interroge profondément. Car l'Inde ancienne, dans son isolement culturel relatif, semble avoir conservé une mémoire parallèle d'un cataclysme universel. Dans la littérature sanskrite, Manu n'est pas seulement un survivant. Il devient le premier homme d'une humanité nouvelle, celui qui transmet les lois, les rites, l'ordre moral. Son rôle dépasse la survie physique.
Ils fondent un monde réorganisé, purifié, réorienté. Le déluge ici n'efface pas seulement l'ancien, il sert de seuil vers une nouvelle humanité. Derrière le récit, on perçoit une réflexion profonde sur la fragilité et la régénération du monde. Les savants modernes observent dans ce mythe une trace possible d'inondation réelle. L'Inde, soumise aux caprices de la mousson, connaît des pluies diluviennes qui transforment des régions entières en mer temporaire. Mais la puissance symbolique du récit excède de loin l'expérience des crues saisonnières. Le texte évoque une inondation cosmique, une eau qui dépasse toutes les montagnes, qui recouvre la Terre entière. Cette exagération n'est pas gratuite. Elle exprime la rupture radicale, l'effacement total, comme si l'on voulait marquer la frontière entre deux ères irréconciliables. Les Puranas, rédigés bien plus tard, amplifient cette vision. Ils décrivent comment Manu, attachant son navire à la corne du poisson divin, est guidé au-delà des flots vers un nouveau commencement. Le poisson n'est pas qu'un sauveur, il est Vishnu lui-même, prenant forme pour préserver la création. Ce détail introduit une dimension spirituelle particulière. Le déluge n'est pas seulement une punition ou une catastrophe, il est une métamorphose voulue par le divin pour renouveler le monde. Cette idée d'un monde effacé puis recréé n'est pas isolée dans l'Inde ancienne. Les textes hindous parlent de cycles cosmiques, de kalpa où l'univers naît, se déploie, puis est détruit avant de renaître. Le déluge de Manu peut être lu comme l'un de ces moments de transition, où une humanité entière disparaît pour céder la place à une autre. L'eau, symbole de destruction, devient aussi matrice d'un recommencement. Et pourtant, derrière la dimension religieuse et cosmologique, persiste une question. Ce récit conserve-t-il la mémoire d'un événement réel ? L'Inde, bordée par l'océan Indien, fut directement affectée par la montée brutale du niveau des mers à la fin de l'âge de glace. Des zones côtières, aujourd'hui immergées, auraient pu abriter des communautés florissantes, soudain effacées par la montée des flots. Les traditions orales, reprises et transformées, auraient pu conserver la trace de ces désastres. Les archéologues marins ont découvert au large de la côte de Gujarat, près de Dwarka, des structures immergées qui ressemblent à des vestiges urbains. Bien que leur interprétation reste débattue, elles témoignent de la présence ancienne de sites côtiers engloutis. Plus à l'est, au large de la baie de Cambay, des formations étranges, alignées, laissent entrevoir la possibilité de cités submergées depuis des millénaires. Ces découvertes, encore controversées, alimentent l'idée que les récits védiques ne sont pas de simples allégories, mais des mémoires déformées d'événements vécus. Le rôle de Manu, en tant que législateur et père d'une humanité nouvelle, reflète peut-être la réalité des survivants de catastrophes anciennes. Lorsque des sociétés s'effondrent sous des désastres climatiques, les survivants doivent réinventer des règles, réorganiser des traditions, transmettre un nouveau cadre. Les mythes ne font alors que condenser cette expérience en une figure unique, celle d'un homme qui incarne la survie et la transmission. Ce qui frappe dans la tradition indienne, c'est l'intégration du déluge dans une vision cyclique du temps. Contrairement aux récits mésopotamiens ou bibliques, où le déluge marque une coupure unique, en Inde, il devient l'un des nombreux passages d'un cycle cosmique. Cela confère au récit une dimension moins tragique. La destruction n'est pas un accident, mais une étape nécessaire de la grande respiration de l'univers. Pourtant, l'angoisse demeure, car chaque cycle porte la promesse de nouveaux cataclysmes, de nouvelles disparitions. Les spécialistes des mythes comparent souvent ces récits pour tenter de déterminer leurs origines. Certains pensent qu'un noyau commun, issu d'anciennes traditions indo-européennes, a donné naissance à ces histoires. D'autres estiment qu'il s'agit d'une convergence indépendante, née de l'expérience universelle des inondations massives de la préhistoire. Mais plus on compare, plus le mystère s'épaissit. Comment expliquer une telle constance dans les motifs ? Pourquoi l'idée d'un déluge universel s'impose-t-elle avec une telle force dans des cultures séparées par des millénaires et des continents ? Le récit de Manu, avec sa barque tirée par un poisson divin, pourrait bien être une variation unique d'un souvenir partagé. L'image du poisson, créature des eaux, guide et sauveur, est profondément enracinée dans l'Inde, mais la structure du récit demeure universelle. Comme si chaque culture avait adapté un souvenir ancien à ses propres symboles, ses propres divinités. Dans les temples de l'Inde, les sculptures et les fresques représentent encore Matsya tirant l'arche. Les pèlerins contemplent cette scène comme une parabole spirituelle. Mais derrière la foi et la dévotion plane toujours l'ombre d'une mémoire plus ancienne, celle d'un monde effacé. Les eaux montantes, les montagnes refuges, les survivants porteurs de graines et de savoir,
Autant d'images qui semblent se répéter, comme un rêve qui revient sans cesse. Peut-être faut-il lire ces récits comme des archives cryptées où le langage du mythe conserve des fragments de vérité. Les inondations de la fin du Pléistocène, les côtes englouties, les cités perdues sous la mer auraient de laisser une marque indélébile dans la mémoire collective. Les textes védiques, les Puranas, les légendes orales n'aient fait que donner forme et sens à ce souvenir, le transformant en histoire sacrée. Sous les cendres du temps, l'Inde ancienne a gardé vivante la mémoire de ce déluge. Manu, guidé par un poisson divin, n'était pas seulement un héros mythologique. Il est le témoin d'une rupture, le porteur d'un savoir préservé dans l'oubli. Et à travers lui, c'est peut-être la voix d'un monde englouti qui continue de parler, faiblement, dans le silence des flots. Parmi les récits dits qui entrent dans les mémoires, aucun n'a autant nourri l'imaginaire des chercheurs, des philosophes et des rêveurs que celui de l'Atlantide. C'est dans les dialogues de Platon, rédigés au IVe siècle avant notre ère, que l'on trouve pour la première fois la mention détaillée de cette île fabuleuse, vaste, prospère mais engloutie par les flots en un seul jour et une seule nuit de malheur. Le récit apparaît dans le Timée et le Critias, où le philosophe fait parler Critias, transmettant une histoire rapportée par son aïeul, lui-même initié par des prêtres égyptiens. Ainsi l'Atlantide se présente comme une mémoire transmise, venue de plus loin encore, comme un écho d'un passé effacé. Platon ne décrit pas une simple fable, il parle d'une civilisation florissante, dotée de richesses abondantes, d'un ordre politique organisé, d'une architecture imposante. Ces temples étaient recouverts d'orichalques, métal mystérieux. Ces rois se succédaient dans un équilibre fragile entre sagesse et démesure. Mais avec le temps, l'Atlantide aurait sombré dans l'orgueil et la corruption, s'attirant la colère des dieux. Et c'est alors que la mer l'engloutit, effaçant en une nuit ce que des siècles avaient en bâti. Ce qui intrigue, c'est la source déclarée de ce récit. Platon attribue son origine non pas à une invention philosophique, mais à des traditions égyptiennes conservées dans les temples de Saïs. Les prêtres y auraient reparlé d'un cataclysme ancien, d'une île au-delà des colonnes d'Hercule, c'est-à-dire au-delà du détroit de Gibraltar. Si l'on prend au sérieux cette transmission, l'histoire de l'Atlantide serait donc la mémoire d'un événement beaucoup plus ancien que Platon, conservé à travers des générations de prêtres, comme une archive sacrée. Certains voient dans ce récit une simple allégorie. Platon aurait inventé l'Atlantide comme un miroir de la cité idéale et de sa corruption possible, une parabole philosophique sur l'orgueil des civilisations. Mais d'autres notent la précision des descriptions, la géographie de l'île, la disposition concentrique de ses canaux et de ses remparts, l'organisation de son pouvoir. Ces détails ne ressemblent pas à une invention abstraite, mais à la réminiscence d'un lieu qui aurait réellement existé. Depuis des siècles, les hypothèses se multiplient. Certains situent l'Atlantide dans les îles grecques, évoquant la catastrophe volcanique de Santorin qui détruisit la civilisation minoenne. D'autres l'imaginent au large de l'Espagne, dans les Canaries, voire au cœur de l'océan Atlantique. D'autres encore, plus audacieux, la cherchent en Amérique, dans les Andes ou en Amazonie. Chaque hypothèse reflète une même intuition, l'idée que le récit de Platon conserve la mémoire d'un monde effacé par les eaux. Mais au-delà de la localisation, ce qui demeure fascinant, c'est le rôle des prêtres égyptiens. Ils apparaissent comme des gardiens d'une mémoire ancienne, témoins d'événements que les Grecs avaient tant oubliés. Ils se présentent à Solon, l'ancêtre de Critias, comme dépositaires d'une histoire que la Grèce a perdue. Vous autres Grecs, vous êtes toujours des enfants, vous n'avez pas de vieillards dans vos traditions, lui aurait-il dit. Cette phrase résonne comme un reproche. L'humanité oublie, mais certains prêtres, dans le silence des temples, conservent la mémoire de ce qui fut. L'Atlantide devient ainsi le symbole d'une histoire perdue, transmise par fragments à travers les âges. Le fait que Platon insiste sur cette transmission sacerdotale est révélateur. Ce n'est pas une invention gratuite, c'est une mémoire, même transformée, même embellie. Et si l'Atlantide n'était pas une île unique, mais la condensation en une seule image de plusieurs civilisations disparues sous les eaux. La fin de l'âge de glace, avec ses bouleversements climatiques, ses mers montant de plus de 100 mètres, aurait pu effacer des continents entiers de zones habitées. Les survivants, réfugiés sur des terres plus hautes, auraient transmis à leurs descendants le souvenir de ces mondes engloutis. Les prêtres égyptiens, héritiers d'une tradition longue, auraient recueilli ces récits et les auraient transformés en mythes sacrés.
Dans la mémoire collective, l'Atlantide incarne moins un lieu que la nostalgie d'un âge d'or perdu. Platon parle d'une civilisation avancée, maîtresse de techniques maritimes, dotée d'un savoir supérieur. Cette image fascine parce qu'elle suggère qu'avant les civilisations connues, il y aurait eu d'autres mondes, plus anciens, dont il ne reste aucune trace. L'Atlantide n'est pas seulement un mythe, elle est la possibilité d'un passé effacé. Les critiques modernes soulignent que Platon avait un but philosophique et que son récit ne doit pas être lu comme un document historique. Mais l'énigme demeure. Pourquoi placer son mythe dans un cadre si précis, avec une origine égyptienne clairement affirmée ? Pourquoi insister sur la transmission par des prêtres réputés pour leur rôle de gardiens du savoir ? Ces détails, loin de réduire le récit à une parabole, lui donnent une densité troublante. Dans la culture égyptienne, l'idée de cycle de destruction et de renaissance du monde était présente. Les prêtres connaissaient dans l'histoire des crues du Nil, mais aussi celle des bouleversements cosmiques. Ils pouvaient très bien avoir gardé le souvenir d'événements plus anciens encore, liés à des catastrophes géologiques ou climatiques. L'Atlantide, dans ce contexte, devient l'archive symbolique de ces mémoires accumulées. Les chercheurs qui explorent un peu cette piste soulignent que le récit de Platon pourrait avoir compressé dans une seule histoire les traces de plusieurs catastrophes, l'effondrement de Santorin, la montée des mers, les séismes méditerranéens, autant d'événements réels qui auraient pas pu nourrir la mémoire des prêtres. L'Atlantide ne serait pas une île précise, mais la somme d'un héritage perdu, une métaphore concrète d'un monde disparu. Et pourtant, l'Atlantide échappe toujours. Chaque tentative de localisation se heurte à l'absence de preuves irréfutables. Mais peut-être faut-il accepter que ce soit précisément sa nature, une ombre, une absence, un souvenir sans lieu fixe. Ce qui compte, ce n'est pas la géographie, mais le fait qu'un récit ancien affirme l'existence d'un monde effacé, d'une civilisation engloutie. Dans les bibliothèques modernes et du Rolla, les dialogues de Platon sont lus comme des textes philosophiques, mais dans le silence des temples égyptiens, d'où viendrait cette mémoire, l'Atlantide devait être perçue autrement. Elle était un avertissement, un rappel que les civilisations, même les plus brillantes, peuvent disparaître en une nuit. Elle était aussi une promesse, celle que certains souvenirs survivent, portés par des prêtres, transmis à travers les siècles jusqu'à nous. Ainsi l'Atlantide ne cesse de nous interroger. Non parce que nous cherchons une île disparue, mais parce qu'à travers elle, nous percevons le murmure d'une mémoire plus vaste. Une mémoire où se confondent les mythes et l'histoire, où les prêtres gardiens transmettent ce que le temps a voulu effacer. Derrière la légende, peut-être se cache la vérité d'un monde englouti, dont nous ne connaîtrons jamais que l'ombre fragile laissée dans les mots de Platon. Parmi les énigmes qui entourent la mémoire d'un monde englouti, certaines ne se trouvent pas dans les ruines ni dans les mythes, mais dans des cartes, de vieux parchemins jaunis, copiés par des moines ou des marins portant des tracés qui ne devraient pas exister. Des côtes dessinées avec une précision inexplicable, des terres visibles alors qu'elles étaient supposées inconnues. Ces cartes, fragiles comme des témoins de papier, suscitent un trouble profond. Comment des cartographes d'il y a 5 siècles pouvaient-ils représenter des continents ou des littoraux que seule la science moderne devait révéler ? La plus célèbre de ces cartes est sans doute celle de Piri Reis. En 1513, cet amiral ottoman rassembla des fragments de cartes anciennes pour dresser un portulan du monde connu. Ce qui étonne, ce n'est pas seulement la beauté de son œuvre, mais un détail au sud. Il semble avoir dessiné la côte de l'Antarctique, libre de sa calotte glaciaire. Or, cette région ne fut officiellement découverte qu'au XIXe siècle, et elle est depuis des millénaires recouverte de glace. Certains chercheurs affirment que la carte montre en réalité l'extrémité de l'Amérique du Sud, déformée par des erreurs de projection. Mais d'autres y voient le contour exact de la terre de la reine Maude, aujourd'hui sous des kilomètres de glace. Si cette hypothèse est juste, alors la carte de Piri Reis serait le reflet d'un savoir bien plus ancien, transmis à travers des copies successives depuis une époque où l'Antarctique n'était pas encore gelée. D'autres cartes nourrissent le mystère. Celle d'Oronce Fine, au XVIe siècle, représente également l'Antarctique avec un tracé étonnamment précis, comme si les cartographes disposaient de sources perdues. La carte de Zeno, au XVe siècle, mentionne des îles disparues au nord de l'Atlantique. La carte de Buach, au XVIIIe siècle, montre un Antarctique divisé en 2 masses séparées, exactement comme l'ont révélé les relevés modernes sous la glace. Comment expliquer de telles concordances bien avant les satellites, les expéditions polaires et la géographie scientifique ?
Pour certains historiens, ces anomalies s'expliquent plein par des erreurs, des extrapolations, des hasards. Les cartographes anciens copient métois des sources multiples, parfois contradictoires, et leurs tracés peuvent être le fruit d'imagination combinée. Mais d'autres chercheurs s'interrogent, et si ces cartes conservaient, à travers des chaînes de copies, les vestiges d'un savoir géographique oublié, hérité d'une civilisation disparue? La thèse est audacieuse, mais elle séduit par sa cohérence troublante. Car si une civilisation avancée avait existé avant le grand déluge, si elle avait sillonné les mers et dressé des cartes du monde, il est plausible que des fragments de ce savoir aient survécu. Transmis de génération en génération, copiés, déformés, jusqu'à se retrouver dans les mains des marins ottomans ou européens de la Renaissance. Les cartes seraient alors comme des fantômes, des ombres d'un savoir perdu rejaillissant par éclats dans l'histoire connue. Les navigateurs de l'Antiquité, comme les Phéniciens, possédaient déjà une maîtrise remarquable de la mer. Mais pouvait-on aller plus loin? Certains évoquent l'existence de peuples préhistoriques dotés d'une navigation avancée, capables de traverser les océans bien avant Christophe Colomb. Les traces de contacts transocéaniques, bien que contestées, sont parfois suggérées par des similitudes d'artefacts, de plantes ou de mythes. Les cartes anciennes viendraient alors confirmer que ces peuples connaissaient déjà la forme des continents. Le trouble s'approfondit lorsque l'on compare ces cartes avec les connaissances modernes. Les relevés satellites montrent que certaines côtes tracées par Piri Reis correspondent presque parfaitement aux contours réels, invisibles sous les glaces depuis des milliers d'années. La science estime que l'Antarctique était libre de glace il y a plus de 10 000 ans, précisément à l'époque où l'humanité aurait subi de profonds bouleversements climatiques. Ce chevauchement entre mythe et cartographie nourrit l'hypothèse d'une civilisation oubliée, témoin de ces paysages avant leur ensevelissement sous la glace. Pourtant, la prudence reste nécessaire. Les spécialistes soulignent les biais de lecture, les projections déformées, l'illusion d'une précision exagérée. Mais même en tenant compte de ces limites, une question demeure. Pourquoi ces cartes représentent-elles si souvent des régions inconnues, avec une justesse qui semble dépasser les capacités des marins de l'époque? Les cartes anciennes deviennent ainsi des archives suspectes, des témoins involontaires. Elles portent la trace d'une mémoire que leurs auteurs eux-mêmes ne comprenaient peut-être pas. Elles intriguent parce qu'elles suggèrent que l'histoire que nous connaissons n'est qu'une couche, et qu'en dessous se trouvent d'autres histoires, effacées, mais pas totalement disparues. Dans le silence des bibliothèques, ces cartes jaunies reposent comme des énigmes dormantes. Chaque ligne tracée à l'encre noire, chaque côte esquissée, devient une interrogation. Elles ne prouvent rien avec certitude, mais elles éveillent une inquiétude. Et si elles étaient les fragments d'un atlas perdu, dessiné par une humanité antérieure, disparue dans le déluge? L'idée fascine parce qu'elle relie les mythes aux preuves matérielles. Les récits de civilisations englouties, comme l'Atlantide, trouvent dans ces cartes une résonance troublante. Platon parlait de prêtres gardiens d'une mémoire ancienne. Peut-être que les cartographes, sans le savoir, ont été eux aussi les passeurs de cette mémoire, recopiant des savoirs qu'ils ne comprenaient pas. À travers ces cartes, c'est la possibilité d'un monde oublié qui se dessine, fragile, comme une côte sur un parchemin effacé. Une possibilité qui dérange parce qu'elle suggère que l'histoire humaine pourrait être bien plus longue, bien plus complexe qu'on ne l'imagine. Les cartes qui ne devraient pas exister nous rappellent que la mémoire n'est pas seulement dans les mythes, mais aussi dans les archives matérielles, parfois incompréhensibles, parfois en avance sur leur temps. Ainsi, entre les mains des marins et des érudits, se trouvent peut-être les clés d'un passé englouti. Mais comme toujours, c'est que ces clés ne s'ouvrent que sur des portes entr'ouvertes, laissant passer juste assez de lumière pour éveiller la curiosité, jamais assez pour éclairer toute la pièce. Les cartes ne disent pas tout. Elles murmurent seulement, comme une rumeur sur l'eau, que d'autres mondes ont peut-être existé avant nous. Il y a environ 12 000 ans, le monde traversa un bouleversement si profond qu'il marqua la mémoire de l'humanité entière. C'était la fin du Pléistocène, la sortie progressive d'un long hiver glaciaire qui avait enfermé la planète dans les glaces durant des dizaines de millénaires. Les calottes polaires recouvraient alors une partie considérable des continents. Les niveaux marins étaient bien plus bas qu'aujourd'hui, et d'immenses tas de territoires aujourd'hui engloutis formaient ensuite des ponts entre les terres. Puis, soudain, l'équilibre se rompit. Les glaces commencèrent à fondre et les océans montèrent à une vitesse vertigineuse. Ce dégel brutal façonna la Terre que nous connaissons, mais il laissa derrière lui une cicatrice profonde, celle d'un monde perdu sous les eaux.
La transition ne fut pas douce ni linéaire. Entre 12 800 et 11 600 ans avant notre ère, un épisode étrange surgit. Le Younger Dryas, un retour soudain au froid intense. Les climatologues pensent qu'un gigantesque apport d'eau douce provenant de la fonte des glaciers nord-américains aurait perturbé les courants océaniques. D'autres évoquent l'impact d'une comète ou d'un astéroïde qui aurait provoqué incendies et poussière dans l'atmosphère, plongeant à nouveau la planète dans un hiver rude. Quoi qu'il en soit, ce millénaire glacé retarda le réchauffement global, mais quand il prit fin, le changement fut brutal. En quelques siècles, les glaces reculèrent à une vitesse inédite. Le niveau des mers monta de dizaines de mètres, engloutissant d'immenses territoires sans côtiers. Des terres où des peuples avaient vécu, chassés, peut-être bâtis des villages, disparurent vent sous les vagues. Des plaines fertiles devinrent des golfs, des vallées furent submergées, des continents se rétrécirent. L'Europe perdit le Doggerland, vaste plaine reliant autrefois la Grande-Bretagne au continent. L'Asie vit disparaître la plaine du Sundaland, qui reliait l'Indonésie à la Malaisie et formait une masse terrestre aujourd'hui éclatée en îles. Ces régions, aujourd'hui englouties, auraient pu abriter des sociétés entières, effacées, sans retour. L'impact sur les hommes fut immense. Les communautés humaines de l'époque vivaient de chasse, de pêche, de cueillette. Elles dépendaient des territoires côtiers riches en ressources. Lorsque les mers montèrent, elles durent fuir, se replier vers l'intérieur des terres, réinventer leur subsistance. Dans ces déplacements forcés, des mémoires traumatiques naquirent. Des récits d'eau montante, de villages engloutis, de terres perdues auraient pu se transmettre oralement de génération en génération, jusqu'à devenir les mythes du déluge que l'on retrouve partout. La brutalité de cette élévation est attestée par la géologie. Vers 11 600 ans avant notre ère, un événement baptisé Meltwater Pulse 1b entraîna une montée rapide des océans de plusieurs mètres en peu de temps. Imaginez des côtes reculant de dizaines de kilomètres en l'espace de quelques générations. Pour ceux qui vivaient alors, cela devait sembler apocalyptique. La mer avançait inexorablement, engloutissant champs, forêts et campements. Aucune barrière, aucune digue ne pouvait arrêter ce flot. Certains chercheurs soulignent que c'est à cette époque que naquirent les premières grandes structures connues, comme Göbekli Tepe en Anatolie. Pourquoi, au sortir du Younger Dryas, des chasseurs-cueilleurs se seraient-ils mis à ériger d'immenses cercles de pierre ornés de sculptures animales ? Peut-être ces monuments étaient-ils une réponse symbolique à un bouleversement cosmique, un moyen de donner sens à un monde transformé, de fixer dans la pierre le souvenir d'une époque perdue. L'archéologie sous-marine révèle peu à peu des traces de ces mondes engloutis. Dans la Manche, des vestiges de forêts fossilisées apparaissent à marée basse, témoins de paysages jadis habités. En mer du Nord, des outils de silex remontent dans les filets des pêcheurs, restes d'un Doggerland disparu. Dans la baie de Cambay, au large de l'Inde, des structures énigmatiques gisent sous les sédiments, peut-être les ruines de cités submergées. Chaque découverte suggère que la montée des eaux a effacé non seulement des terres, mais aussi des cultures, des savoirs, des mémoires. La fin de l'âge de glace fut aussi un moment de bouleversement écologique. Les grands animaux du Pléistocène, mammouths, mégacéros, paresseux géants, disparurent peu à peu. Les paysages se transformèrent, les forêts remplacèrent les steppes glacées. Pour les humains, cela signifiait une adaptation forcée, un changement radical de mode de vie. Ces transformations, vécues comme des pertes irréparables, auraient pu nourrir les récits d'un monde ancien détruit et remplacé par un autre. Dans cette perspective, les mythes du déluge apparaissent comme des souvenirs cryptés de la fin du Pléistocène. L'eau montante, la disparition des terres, la fuite vers les montagnes, tout cela correspond aux expériences vécues par les populations de l'époque. Transmis de génération en génération, ces souvenirs ont fini par se figer en récits sacrés portés par des héros, des dieux ou des animaux guides. L'hypothèse de l'impact cosmique, soutenue par certains chercheurs, ajoute une dimension encore plus dramatique. Si une comète ou un astéroïde avait frappé la Terre vers 12 800 ans avant notre ère, déclenchant le Younger Dryas, alors le ciel lui-même aurait semblé se liguer contre les hommes. Des pluies de feu, des incendies géants suivis par des pluies d'eau et de glace auraient marqué l'imaginaire de ceux qui survécurent. De tels événements cataclysmiques expliqueraient la tonalité apocalyptique des récits du déluge. Non seulement la Terre, mais le ciel lui-même semblait s'effondrer. La fin de l'âge de glace
fut donc une époque de perte et de recomposition. L'humanité franchit un seuil. Elle perdit des mondes entiers, des territoires infertiles, des espèces animales, mais elle gagna de nouvelles terres, de nouveaux climats, de nouvelles possibilités. C'est peut-être dans ce choc entre effacement et renaissance que se trouve l'origine des grandes mythologies. Chaque récit du déluge serait alors le souvenir, réinventé, de ce passage brutal d'un âge ancien vers l'âge actuel. Et si, parmi ces terres englouties, certaines avaient abrité des communautés plus avancées qu'on ne l'imagine? Si des peuples installés depuis des millénaires sur les côtes aujourd'hui disparues avaient développé des savoirs, des techniques, peut-être même des proto-civilisations, alors leur disparition aurait été totale. Il ne resterait d'eux que des légendes, transmises de par des survivants qui auraient cherché à préserver la mémoire d'un monde effacé. La montée des mers, inexorable, est une vérité géologique. Mais son empreinte psychologique, culturelle, mythologique est peut-être tout aussi profonde. Car l'eau qui recouvre la terre n'emporte pas seulement des rivages, elle emporte des mémoires. Ce qui disparaît n'est pas seulement matériel, c'est aussi la trame des histoires humaines. Ce silence laissé par les flots hante encore nos récits. Ainsi, la fin de l'âge de glace n'est pas seulement un chapitre de géologie, elle est peut-être le véritable origine des mythes universels du déluge, cette mémoire partagée qui traverse les continents et les millénaires. L'eau monta, les mondes disparurent, et l'humanité, marquée à jamais, n'a cessé de raconter ce souvenir sous 1000 formes. Derrière les pierres, derrière les sédiments, derrière les textes sacrés, persiste toujours l'ombre de ce basculement ancien. Sous les mers, là où le silence règne et où la lumière s'éteint peu à peu, se cachent parfois des formes inattendues. Non pas des récifs coralliens, ni des reliefs sculptés par les courants, mais des structures qui ressemblent étrangement à des œuvres humaines. Terrasses, murs, colonnes, escaliers. Ces vestiges immergés, disséminés aux quatre coins du globe, nourrissent l'idée troublante que le déluge ou la montée brutale des océans aurait pu effacer des mondes entiers, laissant pour seule trace des ruines englouties. Au large de l'Inde, dans l'état du Gujarat, se trouve la légendaire cité de Dwarka. Mentionnée dans les textes du Mahabharata, elle est décrite comme la demeure du dieu Krishna, une ville brillante bâtie sur la côte mais détruite par les flots. Longtemps considérée comme purement mythologique, elle fit l'objet de fouilles sous-marines dans les années 1980 et 1990. Les plongeurs mirent au jour des murs alignés, des blocs taillés, des rues pavées, à une profondeur qui correspondrait à une cité côtière engloutie. Si certaines de ces formations sont d'origine naturelle, d'autres semblent trahir la main de l'homme. La datation suggère qu'une partie de ces structures pourrait remonter à plus de 9000 ans. Si cela est exact, Dwarka renverrait à une époque bien antérieure aux grandes civilisations de l'Inde et confirmerait l'idée de cité submergée par la montée des mers à la fin de l'âge de glace. Plus à l'est, au large du Japon, se trouve un autre mystère, Yonaguni. Découverte en 1987 par un plongeur, cette formation sous-marine située près de l'île d'Okinawa défie l'entendement. À une vingtaine de mètres de profondeur, on distingue des terrasses rectangulaires, des escaliers abrupts, des plateformes massives qui ressemblent à des monuments. Les géologues débattent. Certains affirment qu'il ne s'agit que d'érosion naturelle, les courants sculptant la roche de manière régulière. Mais d'autres insistent sur des détails qui semblent artificiels, des angles droits, des couloirs, des colonnes isolées. Si Yonaguni était vraiment une construction humaine, elle aurait été engloutie il y a plus de 10 000 ans, ce qui bouleverserait entièrement notre chronologie historique. L'océan Atlantique abrite lui aussi ses énigmes. Au large de Cuba, en 2001, une équipe canadienne utilisant un sonar détecta des structures à plus de 600 mètres de profondeur. Les images montraient en ce qui ressemblait à des pyramides, des routes, des bâtiments rectangulaires. Trop profondes pour appartenir à une ville submergée récemment, ces formations restaient inexpliquées. Était-ce un artefact technique, une illusion d'optique, ou bien la trace d'une civilisation engloutie depuis des millénaires? L'annonce fit grand bruit, mais faute de fouilles approfondies, le mystère demeure. D'autres sites parsèment la planète. Dans la mer Égée, près de Pavlopétrie en Grèce, repose une cité submergée vieille de 5000 ans, considérée comme l'une des plus anciennes villes englouties connues, avec certitude. Ces rues, ces maisons, ces tombeaux sont clairement identifiables. Ici, il ne s'agit pas d'un mythe, c'est la preuve tangible que les mers ont déjà effacé des cités entières. En Italie, les ruines de Beille, ville romaine de luxe, dorment sous les eaux de la baie de Naples, submergées par des mouvements volcaniques.
En Égypte, les vestiges de Thonis Héracléon et de Canope, cités antiques, ont été retrouvés au fond de la Méditerranée, recouvertes de sable et de limon pendant des siècles. Ces exemples attestés rappellent que l'histoire humaine est plus fragile qu'on ne le croit. Les villes peuvent disparaître, avalées par la mer, puis réapparaître des siècles plus tard comme des fantômes. Si cela est vrai pour des civilisations historiques bien connues, pourquoi ne le serait-ce pas pour des sociétés beaucoup plus anciennes, dont la mémoire aurait été presque entièrement effacée par le temps et les flots? Le problème réside dans la profondeur. La montée des mers à la fin de l'âge de glace fut si importante que les zones côtières d'alors se trouvent aujourd'hui à des dizaines, parfois des centaines de mètres sous l'océan. Explorer ces régions est difficile, coûteux et souvent impossible. Pourtant, si des communautés humaines avaient bâti des villages, des temples ou même des cités sur ces rivages aujourd'hui engloutis, leurs traces dorment encore sous les sédiments marins. L'idée que les océans recèlent des archives perdues fascine les archéologues. Les fonds marins sont à la fois des tombeaux et des conservateurs. Ce qu'ils engloutissent peut être détruit par la pression et le sel, mais aussi préservé du temps par l'absence d'air et de lumière. Des bois, des poteries, des métaux pourraient en attendre d'être découverts. Chaque nouvelle plongée, chaque balayage sonar pourrait révéler des fragments d'un monde oublié. Mais au-delà des preuves matérielles, ce sont les récits anciens qui prennent une résonance nouvelle. Les Indiens parlent de Dwarka englouti, les Japonais ont des légendes de terres disparues sous la mer, les Grecs racontaient l'Atlantide, les Celtes évoquaient la cité d'Is. Partout, les mythes parlent de villes englouties. Et partout, les océans recèlent ensemble des vestiges qui donnent à ces légendes une densité troublante. Peut-être ne sont-ils pas tous imaginaires, peut-être sont-ils les souvenirs transformés de catastrophes réelles. Chaque ruine sous-marine soulève une question vertigineuse. Que reste-t-il encore à découvrir ? Si des civilisations ou des sociétés plus avancées qu'on ne le pense ont réellement existé avant le déluge, c'est sous les océans que nous devrions chercher leurs traces. Les continents que nous habitons aujourd'hui ne représentent qu'une partie de la Terre émergée d'autrefois. L'autre partie, immense, dort encore sous les eaux. Il est possible que nous ne soyons qu'au seuil de cette exploration. Les technologies modernes, drones sous-marins, imagerie 3D, permettent d'explorer ce que l'œil humain ne pouvait atteindre. Déjà des anomalies apparaissent, des structures intrigantes, des reliefs qui semblent raconter une histoire différente de celle que nous connaissons. Peut-être un jour, trouverons-nous une preuve irréfutable, une cité entière bâtie il y a 12 ou 15 000 ans, submergée par les eaux, confirmant que l'humanité a déjà connu l'effacement et la renaissance. En attendant, les vestiges sous-marins nous parlent à demi-mot. Ils disent la fragilité de nos mondes, la mémoire des océans, l'écho des civilisations perdues. Chaque mur de pierre sous les flots, chaque escalier qui ne mène plus nulle part, est une invitation à repenser notre passé. Car sous la surface, dans le silence des abysses, dorment peut-être encore les véritables archives de l'histoire humaine. Il existe sur la terre ferme des pierres dressées, immenses et silencieuses, qui semblent appartenir à un temps que l'on ne comprend pas vraiment. Elles s'élèvent dans des champs, se cachent dans des forêts, s'alignent au sommet des collines. Certaines forment des cercles parfaits, d'autres dessinent des avenues de pierre menant vers un horizon oublié. Elles sont trop lourdes pour que nos mains modernes, même équipées de machines, les déplacent facilement. Pourtant, elles furent dressées il y a des millénaires par des peuples que nous disons primitifs. Ces mégalithes, témoins d'un savoir ancien, définissent ensemble notre chronologie et murmurent que nous avons peut-être sous-estimé la profondeur du passé. À Stonehenge, sur la plaine de Salisbury en Angleterre, de gigantesques blocs de plusieurs dizaines de tonnes s'emboîtent avec une précision troublante. Certains furent transportés sur plus de 200 km sans que l'on sache vraiment comment. Les archéologues expliquent par des traîneaux, des rondins, des cordages, mais même ces hypothèses laissent une part d'ombre. Pourquoi tant d'efforts pour ériger un cercle de pierre aligné avec les mouvements du Soleil et de la Lune ? Était-ce un observatoire, un temple, une archive céleste ? Chaque hypothèse révèle une chose. Ceux qui ont bâti Stonehenge avaient un savoir astronomique, géométrique et organisationnel que l'on peine à attribuer à de simples communautés néolithiques. Plus au sud, sur l'île de Malte, se dressent les temples mégalithiques de Gantija, Agar-Kim, Mnajdra. Ils sont plus anciens que les pyramides d'Égypte et leurs pierres colossales donnent l'impression que des géants les auraient déplacées. Leurs alignements solaires, leurs chambres souterraines, la complexité de leurs plans témoignent d'une pensée symbolique et cosmique.
Ces constructions ne sont pas des abris, mais des lieux de culte et d'observation, inscrits dans un rapport au cosmos. Elles nous rappellent que des peuples que l'on croyait simples chasseurs-agriculteurs avaient déjà conçu des architectures monumentales. En Amérique du Sud, le mystère s'épaissit. À Pumapunku, près du lac Titicaca, en Bolivie, gisent donc d'énormes blocs de pierre taillés avec une précision millimétrique. Certains possèdent des rainures en forme de hache, comme si elles avaient été découpées à la machine. La taille est si nette qu'elle évoque des techniques que nous associons à l'ère moderne. Comment un peuple sans roues, sans métal dur, aurait-il pu obtenir un tel résultat ? Les blocs sont si massifs que même nos engins actuels auraient vraiment du mal à les soulever. Officiellement, Pumapunku est attribué à la culture Tiwanaku, il y a environ 1500 ans. Mais certains chercheurs soupçonnent qu'il pourrait être bien plus ancien, vestige d'un savoir perdu, hérité d'une époque antérieure. Les pyramides d'Égypte elles-mêmes posent des questions, non pas tant sur leur construction. Les chercheurs avancent pour des explications convaincantes basées sur les rampes et la main-d'œuvre, mais sur leur symbolisme. Les alignements astronomiques des pyramides de Gizeh, correspondant aux étoiles de la ceinture d'Orion, suggèrent une intention cosmique précise. Certains pensent que leur conception renferme un savoir ancien sur les cycles du ciel et du temps. Si elles furent bâties vers 2500 avant notre ère, leur conception pourrait remonter à des traditions beaucoup plus anciennes, héritées de sociétés disparues. L'île de Pâques, isolée dans le Pacifique, offre un autre exemple frappant. Les Moai, statues de pierre colossales, fixent l'horizon comme des gardiens silencieux. Leur construction et leur transport sont déjà en soi un exploit, mais leur fonction reste obscure. Représentent-elles des ancêtres, des divinités, des guides venus d'un autre temps ? La tradition orale parle d'un peuple originel venu de terres englouties, qui aurait transmis son savoir. Ici encore, les pierres semblent supporter le poids d'une mémoire plus ancienne que ce que l'histoire officielle raconte. Partout, les mégalithes témoignent d'une obsession, ériger l'éternité. Ce ne sont pas des abris, des outils de survie immédiate. Ce sont des monuments pour durer, pour défier le temps. Ils sont souvent liés au cycle du ciel, comme si leur bâtisseur voulait inscrire dans la pierre les rythmes de l'univers. C'est peut-être cela qui dérange, l'idée que des peuples dits primitifs avaient déjà une vision cosmique de leur place dans le monde et qu'ils cherchaient à en préserver la mémoire. L'archéologie orthodoxe explique ces monuments comme des lieux de culte ou d'observation, construits par des sociétés agricoles en expansion. Mais une autre lecture est possible. Et si ces mégalithes étaient beaux les héritiers d'un savoir plus ancien, transmis par des survivants du déluge, qui auraient été voulu fixer dans la pierre des connaissances venues d'un monde englouti. L'obsession pour les cycles célestes, les alignements astronomiques, pourrait être le reflet d'une mémoire cosmique, préservée contre l'oubli. Les pierres défient tout le temps, non seulement par leur masse, mais par leur silence. Elles ne livrent pas leurs secrets facilement. Elles résistent aux interprétations simples, elles échappent aux classifications. Elles sont là, immenses, immobiles, comme des questions figées. Chaque fois qu'on les contemple, on sent la présence d'un savoir perdu. Les traditions orales renforcent ce mystère. Dans de nombreuses cultures, les mégalithes sont associés aux dieux, aux ancêtres géants, à des bâtisseurs venus d'avant le déluge. Les légendes maltaises parlent de géants ayant construit les temples. Les récits andins évoquent encore des êtres puissants, disparus dans des cataclysmes. Les traditions celtiques attribuent les menhirs à des puissances de surnaturel. Ce que disent ces légendes, derrière leurs symboles, c'est que les pierres appartiennent à un autre âge, un âge que les hommes actuels n'ont pas vraiment connu. Dans leur silence, les mégalithes gardent peut-être la mémoire de civilisations disparues. Des peuples ayant survécu à des bouleversements climatiques, porteurs d'un savoir qu'ils ont tenté de préserver dans la pierre. Car si l'eau efface les villages, si le temps dissout les bois et les os, les pierres, elles, demeurent. Elles sont le dernier recours d'une mémoire en lutte contre l'oubli. Et si ces pierres étaient des archives codées, certaines théories avancent que les alignements astronomiques, les proportions géométriques, contiennent des messages sur les cycles du temps, les positions célestes, peut-être même sur les catastrophes passées. Les bâtisseurs auraient voulu avertir les générations futures. Ce qui a eu lieu pourrait se reproduire. Les mégalithes, alors, seraient des livres muets, écrits dans le langage des astres et des pierres. Nous marchons parmi ces monuments sans vraiment les comprendre. Ils nous paraissent muets, mais peut-être qu'ils parlent à qui sait les écouter. Leur message n'était pas écrit en mots,
mais en alignement, en orientation, en masse défiant l'entendement. Ils disent « non, non, non. Nous avons existé, nous avons su, nous avons voulu transmettre. » Ainsi, les pierres qui, défiant le temps, ne sont pas seulement des vestiges architecturaux. Elles sont des témoins d'un passé peut-être plus riche, plus complexe que ce que nous croyons. Elles nous rappellent que la mémoire humaine ne réside pas seulement dans les textes ou les récits, mais aussi dans ces blocs immobiles, dressés vers le ciel, inscrits dans la terre. Des pierres qui résistent, comme les dernières paroles d'un monde englouti. Il existe dans les marges de l'histoire des présences floues, des silhouettes esquissées puis effacées, comme si elles n'avaient jamais existé. Des peuples dont on devine la trace mais dont la mémoire est si ténue qu'elle semble appartenir à un rêve. Les civilisations fantômes sont ces mondes oubliés, effacés par le temps, engloutis par les mers ou recouverts par le sable, que l'on ne retrouve qu'en fragments, comme des échos dans la nuit. Les récits anciens parlent souvent d'âges d'or disparus. Dans la Grèce antique, Hésiode évoquait les races successives de l'humanité. L'âge d'or, l'âge d'argent, l'âge de bronze, l'âge des héros et enfin l'âge de fer. Chaque cycle se terminait par une chute, une déchéance, une disparition. Cette conception cyclique de l'histoire suggère que d'autres humanités auraient existé avant nous, plus brillantes, plus proches des dieux, mais effacées. Derrière le mythe, certains entrevoient une mémoire lointaine, la trace de civilisations réelles dont il ne reste presque rien. Dans les Andes, les chroniqueurs espagnols rapportaient bonne santé que les Incas eux-mêmes disaient ne pas être les premiers. Avant eux, affirmaient-ils, vivèrent des peuples puissants, bâtisseurs de mégalithes colossaux dont les ruines parsèment encore le Pérou et la Bolivie. Les pierres de Sacsayhuaman, assemblées avec une précision irréprochable, paraissaient aux Incas l'œuvre de géants. Les Espagnols, témoins de ces traditions, se faisaient en dessous l'écho d'un mystère. Les peuples présents n'étaient pas toujours les bâtisseurs des ruines qu'ils habitaient, c'en est. Ainsi naît l'idée d'un héritage venu de civilisations oubliées, des peuples fantômes dont les noms et les histoires se sont effacés, mais dont les pierres persistent. En Afrique, les Dogons du Mali possèdent des récits tant troublants. Ils affirment avoir reçu un savoir ancien, venu d'êtres mystérieux liés aux étoiles. Leur connaissance des systèmes stellaires, notamment de Sirius, a étonné les ethnologues. Comment un peuple isolé pouvait-il posséder de telles données astronomiques ? Certains parlent de transmission orale venue d'ancêtres savants, d'autres évoquent des contacts improbables. Mais quelle qu'en soit la source, cela nourrit l'idée que des bribes de savoir d'une civilisation disparue auraient survécu, dissimulées dans les traditions de peuples éloignés. En Asie, les légendes chinoises parlent de royaumes disparus sous les eaux, comme la cité de Xicheng, engloutie dans un lac. Mais celle-ci, redécouverte récemment, appartient à une époque historique. Plus anciennes sont les allusions aux empereurs mythiques, aux bâtisseurs qui auraient dompté les fleuves et instauré l'ordre avant que le chaos des eaux ne menace à nouveau. Ces récits rappellent étrangement ceux des Mésopotamiens ou des Indiens. L'humanité doit son salut à des figures qui préservent le savoir et la loi après des bouleversements. Derrière le voile mythique, certains discernent encore la mémoire de sociétés effacées. Ce qui rend ces civilisations fantômes si troublantes, c'est qu'elles semblent se cacher partout. Des alignements mégalithiques en Europe dont on ignore la fonction, des pyramides couvertes de végétation au Cambodge ou au Guatemala, oubliées pendant des siècles, des fondations enfouies au Japon, au large de Yonaguni, des ruines englouties en Méditerranée. Chaque fois, nous avons l'impression de marcher sur les traces d'êtres humains qui vécurent, bâtirent, puis disparurent, sans laisser d'histoire écrite. La science orthodoxe explique ces énigmes par des évolutions graduelles, migration, guerre, changement climatique. Mais l'idée d'un effacement brutal lié à des catastrophes planétaires hante encore les imaginaires. Le déluge universellement raconté serait le grand événement qui transforma des civilisations réelles en fantômes. Leurs survivants auraient transmis quelques bribes de savoir, mais l'essentiel aurait sombré. L'hypothèse d'une humanité plus avancée avant la fin de l'âge de glace séduit certains chercheurs alternatifs. Ils évoquent sur l'existence d'une culture maritime globale capable de naviguer et d'échanger bien avant les civilisations connues. Si ces peuples s'installaient principalement sur les côtes, alors la montée brutale des océans les aurait effacés presque totalement. Leurs ports, leurs temples, leurs villages seraient aujourd'hui sous des dizaines de mètres d'eau, invisibles à l'archéologie terrestre. Tout ce qui resterait, ce sont des pierres isolées, des cartes étranges et des récits transmis de bouche à oreille.
Mais il y a aussi la possibilité plus subtile que les civilisations fantômes ne soient pas seulement matérielles, mais mémorielles. Elles existent dans les contes, les mythes, les chants. Elles vivent comme des ombres dans les cultures actuelles, témoignant d'un passé qui refuse de mourir. Quand les aborigènes d'Australie racontent que leurs ancêtres marchaient sur des terres aujourd'hui englouties, ils transmettent un souvenir vieux de 10 000 ans. Ce genre de continuité orale suggère que l'humanité peut conserver, dans la parole, des fragments d'histoire bien plus anciens que l'écriture. Les civilisations fantômes habitent ainsi nos récits, nos rêves, nos intuitions. Peut-être que la plus grande preuve de leur existence se trouve justement dans cette universalité. Pourquoi tant de peuples parlent-ils de mondes disparus ? Pourquoi cette insistance à évoquer des âges d'or engloutis, des bâtisseurs inconnus, des peuples effacés ? L'explication rationnelle est que toutes les cultures ont connu des pertes, des catastrophes locales qu'elles ont transfigurées en récits universels. Mais une autre explication, plus troublante, demeure possible, qu'il y eut réellement un monde humain d'avant, plus vaste et plus complexe, dont les fantômes nous entourent encore. Les civilisations fantômes dérangent parce qu'elles ouvrent une brèche dans la certitude historique. Elles rappellent que ce que nous appelons « histoire » n'est qu'une fine couche de mémoire, reposant sur un sol beaucoup plus profond, enfoui, invisible. Sous nos pas, sous les océans, sous la poussière des millénaires, dorment peut-être d'autres histoires, d'autres humanités. Chaque découverte archéologique inattendue, chaque ruine qui ne cadre pas avec la chronologie officielle, agit comme une apparition fugitive. On croit entrevoir le fantôme d'une civilisation, puis il s'évanouit faute de preuves solides. Mais peut-être n'avons-nous pas besoin de preuves absolues. Peut-être que ces fantômes sont justement là pour nous rappeler la fragilité de la mémoire. L'eau, le temps, la pierre, le feu, tout conspire à effacer. Et pourtant, des traces subsistent, assez pour nous troubler. Comme des voix étouffées, elles disent « Nous avons été, nous avons disparu, mais nous ne sommes pas totalement oubliés ». Dans cette perspective, les civilisations fantômes ne sont pas seulement un mystère historique, elles sont une métaphore de l'oubli lui-même. Elles incarnent la condition humaine. Bâtir, disparaître et laisser derrière soi des fragments que d'autres tenteront de comprendre. Elles rappellent que l'histoire n'est pas une ligne droite, mais une succession d'apparitions et de disparitions, de présence absence et d'absence. Ainsi, lorsque l'on contemple les mégalithes sans nom, les cartes impossibles, les vestiges sous-marins, on est en présence de ces fantômes. Ils ne se laissent pas saisir, mais ils persistent, comme des ombres qui refusent de craindre de se dissiper. Peut-être est-ce cela, au fond, leur rôle, hanter notre mémoire, nous obliger à admettre que d'autres mondes ont existé et que le nôtre pourrait un jour devenir à son tour une civilisation fantôme. Chaque fois que les récits de déluge apparaissent, une constante revient. Il y a toujours des survivants. Parfois un seul homme, parfois une famille, parfois un petit groupe, averti par les dieux ou guidé par un animal qui trouve refuge sur une montagne ou dans une embarcation de fortune. Ces survivants deviennent les porteurs de la mémoire, les semeurs d'un monde nouveau. Leurs histoires, répétées dans des langues différentes et sur des continents éloignés, forment un tissu troublant, celui d'une humanité qui reconnaît que son passé n'est pas seulement fait de création, mais de renaissance. Dans les textes mésopotamiens, c'est Uta-Napishtim qui échappe au flot. Dans la Bible, c'est Noé, dans le Coran, c'est Nush. En Inde, c'est Manu, sauvé par le poisson divin. Chez les Grecs, Deucalion et Pyrrha survivent à une pluie envoyée par Zeus, puis repeuplent la terre en lançant des pierres derrière eux qui se transforment en hommes et en femmes. Dans l'Amérique précolombienne, des couples échappent aux eaux grâce à un arbre creux ou grâce à une barque. À chaque fois, ce motif obsédant revient. Un petit nombre de justes traverse l'Apocalypse et devient la semence de l'humanité future. Ces légendes ne sont pas seulement des récits religieux ou moraux, elles agissent comme des archives. Elles disent « tout a été perdu sauf ceci ». L'humanité entière repose sur les épaules de quelques rescapés. Ces survivants sont des figures symboliques, mais ils pourraient aussi être le reflet d'une réalité vécue. Car lorsqu'un cataclysme survient, ce ne sont pas les peuples entiers qui traversent, mais des fragments, des groupes épars, qui transmettent des bribes de savoir et de mémoire. Les traditions orales partout dans le monde portent la trace de ces rescapés. Chez les aborigènes d'Australie, certains récits décrivent des terres côtières aujourd'hui submergées. Les anciens disent que leurs ancêtres marchaient là où se trouve maintenant la mer. Ces histoires transmises depuis 10 millénaires
correspondent étonnamment à la montée du niveau marin après l'âge de glace. Les survivants de ces bouleversements auraient donc inscrit dans leur mémoire collective le souvenir de ce qui avait été perdu. En Polynésie, les légendes racontent l'existence de terres englouties, d'îles disparues, de peuples obligés de prendre la mer pour trouver refuge. Les navigateurs océaniens, maîtres des étoiles et des courants, gardent dans leurs chants la mémoire de migrations forcées par la montée des flots. Chaque voyage, chaque récitation devient une archive vivante des catastrophes qui obligèrent leurs ancêtres à quitter des îles condamnées. En Europe, les Celtes parlaient de la cité d'Aies, engloutie par l'océan à cause de la démesure de ses habitants. En Bretagne, on dit encore qu'aux grandes marées, on peut entendre les cloches de la ville sous la mer. Ces récits rappellent ceux de Thonis Héracléon en Égypte ou de Baï en Italie. Cité réelle que la mer a recouverte. Là encore, la mémoire des survivants transforme la perte en légende, afin de la transmettre aux générations futures. L'universalité de ce motif pose question. Comment se fait-il que partout, les récits parlent au cran de survivants qui portent le flambeau? Une explication réside dans la psychologie collective. Face à la peur de la destruction totale, l'esprit humain imagine toujours une échappatoire, une continuité. Mais une autre hypothèse existe. Ces récits reflètent la réalité des survivances. Chaque grande catastrophe laisse derrière elle des rescapés. Ce sont eux qui racontent, qui enseignent, qui avertissent. Ce sont eux qui deviennent les ancêtres mythiques, les héros fondateurs. Et si ces survivants avaient porté plus que des histoires? Certains chercheurs avancent que les mythes pourraient en cacher la transmission de savoir. Des rescapés de civilisations disparues auraient intenté de préserver les connaissances de leur monde englouti. Les traditions qui parlent d'être venus enseigner point au peuple, l'agriculture, l'écriture, l'astronomie, pourraient en être les traces de ces transmissions. Dans l'Amérique précolombienne, Quetzalcoatl est décrit comme un dieu civilisateur, enseignant aux hommes comment bâtir et cultiver. Dans la Mésopotamie ancienne, Oannès, sorti de la mer, transmet aux humains la science et les lois. Et si ces dieux n'étaient que des survivants d'un monde disparu, porteurs d'un savoir ancien qu'ils cherchèrent à sauver? La mémoire des survivants est fragmentaire. Elle ne contient pas un récit complet, mais des bribes. Comme les morceaux d'une poterie brisée, elle laisse deviner la forme d'un tout disparu. Les mythes de déluge sont peut-être le résultat de ces éclats mémoriels transmis pendant des siècles, puis transformés par la poésie et la religion. Mais à l'origine, il y avait peut-être une expérience brute, la fuite devant les eaux, la perte des terres, la survie difficile, la nécessité de recommencer à zéro. Les survivants ne sont pas seulement les héros d'histoires anciennes, ils sont aussi les gardiens d'une mémoire. Dans chaque tradition, ils transmettent un avertissement, ce qui est arrivé peut arriver encore. Le déluge n'est pas seulement une histoire du passé, il est une menace inscrite dans l'avenir. La figure du survivant porte cette inquiétude, ce devoir de vigilance. Il rappelle que l'humanité est fragile, que rien n'était jamais acquis. Et si ces légendes simplement sont si persistantes, c'est peut-être parce qu'elles contiennent une vérité universelle. Toute civilisation, aussi brillante soit-elle, peut être effacée. Les survivants en sont la preuve vivante. Ils portent sur eux l'empreinte de ce qui fut détruit. Ils sont la mémoire incarnée des mondes perdus. Les anthropologues ont montré que les traditions orales peuvent conserver des souvenirs précis sur des milliers d'années. Les chants aborigènes, décrivant les côtes englouties, en sont un exemple frappant. Cela signifie que les récits des survivants du déluge pourraient bel et bien contenir de véritables fragments de préhistoire. Derrière les métaphores, derrière les dieux et les symboles, il y aurait des expériences réelles, vécues par des hommes et des femmes confrontés à l'inimaginable. Les survivants deviennent ainsi des ponts entre deux mondes, celui d'avant, englouti, et celui d'après, reconstruit. Sans eux, il n'y aurait plus de continuité, plus de mémoire. Ils sont les passeurs, les gardiens du feu fragile de l'histoire humaine. Leur rôle est d'autant plus sacré qu'ils portent non seulement leur propre vie, mais aussi la survie de tout un savoir, d'une culture, d'une langue. Même transformés en héros mythiques, ils incarnent cette fonction, transmettre, ne pas laisser mourir le souvenir. Chaque légende de survivants est donc bien plus qu'un conte. Elle est une archive, un monument oral, une tentative désespérée de préserver l'essentiel face à l'oubli. Qu'il s'agisse de Noé, de Manu, de Deucalion, ou des anonymes réfugiés sur des montagnes dans les récits amérindiens, tous remplissent le même rôle. Ils nous rappellent que la survie est possible, mais qu'elle a ça à un prix, celui de porter le poids de ce qui a été perdu. Ainsi, les survivants ne sont pas seulement des figures rassurantes, ils sont aussi des figures hantées.
car survivre, c'est aussi vivre avec l'absence, avec l'ombre des mondes disparus. Leur mémoire, transmise à travers les âges, continue de hanter nos mythes, nos traditions, nos récits. Chaque fois que nous parlons du déluge, nous parlons d'eux, de leur solitude, de leur responsabilité immense. Les survivants et leurs légendes ne sont pas là pour nous consoler. Ils sont là pour nous rappeler que tout peut disparaître et que seule la mémoire fragile peut traverser les siècles. Ce qu'ils murmurent, dans toutes les langues et sous toutes les formes, c'est que l'oubli est la véritable mort, et que la survie n'a de sens que si elle transmet quelque chose, fût-ce une légende. Il existe dans les traditions anciennes un autre motif obsédant, qui accompagne souvent celui du déluge, le ciel lui-même semblant tomber sur la terre, des pluies de feu, des étoiles qui chutent, des éclairs qui embrasent l'horizon, des nuits sans soleil, des jours sans lumière. Comme si avant les eaux, il y avait eu une déchirure dans le ciel, une blessure cosmique qui marqua à jamais la mémoire des hommes. Les anciens Grecs parlaient de Phaéton, fils d'Hélios, qui tenta de conduire le char du soleil. Incapable de maîtriser les chevaux flamboyants, il embrasa la terre, brûla des forêts entières, assécha des rivières, avant que Zeus ne le frappe d'un éclair, mettant fin à sa course insensée. Derrière cette fable, certains voient le souvenir d'un désastre venu du ciel, un impact météoritique, une comète éclatée dans l'atmosphère, des incendies ravageant des continents. Le mythe devient ainsi un écho poétique de phénomènes réels, réinterprétés par l'imaginaire. En Amérique du Nord, plusieurs traditions autochtones décrivent des étoiles qui tombèrent, provoquant des feux et des destructions massives. Les tribus parlent de bêtes géantes qui disparurent après cet événement. Or, la science moderne a confirmé que vers 12 800 ans avant notre ère, de nombreux grands animaux du continent, mammouths, mastodontes, tigres à dents de sabre, s'éteignirent brutalement. Certains chercheurs avancent l'hypothèse qu'un impact cosmique aurait provoqué cette extinction, en déclenchant le refroidissement brutal du Younger Dryas, suivi d'incendies planétaires. Dans les Védas de l'Inde ancienne, on retrouve des descriptions de feux célestes, de combats entre dieux, où les armes ressemblent à des éclairs, des projectiles incandescents capables de réduire des villes en cendres. Ces récits, souvent lus comme des allégories religieuses, prennent une dimension nouvelle si on les relie à la lumière d'événements cosmiques. Peut-être sont-ils la mémoire déformée d'épisodes où le ciel, littéralement, déversa des flammes sur la terre, et même la Bible conserve ce motif. Dans l'Apocalypse, les étoiles tombent, la lune devient rouge sang, le soleil s'obscurcit. Les textes prophétiques en parlent de feu, venu du ciel comme annonciateur de destruction. Ces images, reprises et amplifiées par les traditions, semblent sans doute garder le souvenir d'un ciel instable, capable de s'effondrer sur les hommes. Les scientifiques modernes ont accumulé des indices troublants. Dans les sédiments du Younger Dryas, on retrouve des couches de nanoparticules de carbone, de sphérules métalliques, de traces de platine, toutes signes possibles d'un impact extraterrestre. Ces éléments suggèrent que la Terre aurait été frappée ou frôlée par des fragments de comètes il y a environ 12 800 ans. L'effet aurait été catastrophique. Incendies géants, obscurcissement du ciel, effondrement des températures, puis fonte accélérée des glaciers et montée des mers. En d'autres termes, une succession de cataclysmes dont l'écho aurait nourri les récits mythologiques pendant des millénaires. Pour les peuples qui vécurent ces événements, le monde entier devait sembler s'effondrer. Les feux venus du ciel, suivis par les eaux montantes, auraient marqué un traumatisme collectif. Ce qui pour nous est une hypothèse scientifique, pour eux fut une expérience vécue, incompréhensible, traduite en récits de dieux en colère ou d'étoiles tombées. La mémoire humaine, incapable d'expliquer les causes cosmiques, a transformé l'événement en mythe, en récit sacré. D'autres traces apparaissent ailleurs. En Australie, les traditions aborigènes parlent de feux célestes qui brûlèrent la terre et obligèrent les hommes à se réfugier dans les grottes. En Sibérie, les légendes évoquent des explosions venues presque du ciel. Plus près de nous, l'événement de la Tunguska en 1908, une comète ou un astéroïde explosant dans l'atmosphère, rasant des milliers de kilomètres carrés de forêt, nous donne un exemple concret de ce que ces récits pourraient refléter. Si un tel événement s'était produit dans un monde peuplé de chasseurs-cueilleurs, sans science ni écriture, il aurait été interprété comme l'effondrement du ciel lui-même. L'image du ciel qui s'effondre n'est pas seulement physique, elle est aussi psychologique. Pour les anciens, le ciel était l'ordre, la stabilité, la demeure des dieux. Le voir se déchirer,
Brûler ou disparaître, c'était expérimenter la fin de tout repère. L'angoisse de perdre non seulement la terre mais aussi le ciel explique la puissance de ces récits. Ils ne décrivent pas seulement une catastrophe naturelle, ils traduisent une rupture cosmique, une inversion de l'ordre du monde. Certains chercheurs alternatifs vont plus loin. Ils suggèrent que les mythes parlant de soleils multiples, de lunes dédoublées, de nuits sans fin, pourraient être les souvenirs d'événements astronomiques réels, des comètes visibles durant des mois, des éclipses prolongées par des poussières atmosphériques, des modifications soudaines de la voûte céleste. Si ces phénomènes furent réellement vécus, ils auraient bouleversé profondément l'esprit des hommes, donnant naissance à une iconographie universelle du chaos céleste. Mais que ces événements soient réels ou symboliques, leur persistance dans les mythes nous interroge. Pourquoi tant de cultures parlent-elles d'un ciel qui s'effondre juste avant ou pendant un déluge ? La convergence est trop forte pour être pure coïncidence. Tout se passe comme si l'humanité entière avait connu un traumatisme commun, un bouleversement cosmique accompagné d'un bouleversement terrestre. Le ciel en feu, puis la mer qui monte. Le feu et l'eau, les deux forces destructrices, réunies dans une même mémoire. Dans les temples anciens, ces récits vont être préservés comme des avertissements. Ils rappelaient aux hommes que le ciel n'est pas immuable, qu'il peut se briser. Les prêtres lisaient dans les étoiles non seulement des présages, mais aussi des souvenirs. Peut-être craignaient-ils que cela recommence, que les flammes reviennent, que la mer se soulève à nouveau. Aujourd'hui encore, l'idée que le ciel puisse tomber n'est pas une simple métaphore. Les astronomes surveillent les comètes, les astéroïdes, conscients que de tels impacts peuvent bouleverser le monde en un instant. Ce que la science décrit avec des calculs, les anciens l'avaient déjà inscrit dans leurs mythes. Leur langage était différent, mais leur mémoire peut-être parlait du même danger. Le ciel qui s'effondre est l'autre visage du déluge. L'un vient d'en haut, l'autre d'en bas. L'un apporte le feu, l'autre l'eau. Ensemble, ils dessinent le souvenir d'un monde en désordre, d'un passé où les hommes vécurent l'expérience de la destruction totale, et c'est peut-être parce qu'ils survécurent, quelques-uns, qu'ils purent en transmettre cette mémoire. Une mémoire qui, des siècles plus tard, continue de nous hanter, comme si nous savions au fond de nous que le ciel peut à nouveau tomber. Parmi les récits du passé, certains ne s'inscrivent pas dans les manuels officiels. Ils apparaissent en marge, contestés, rejetés, parfois ridiculisés. On les appelle découvertes impossibles, artefacts anachroniques, comme si leur simple existence dérangeait. Ces fragments de pierre, de métal ou de mémoire, s'ils étaient authentifiés, bouleverseraient notre compréhension de l'histoire. C'est pourquoi on les range souvent dans la catégorie des énigmes, des illusions ou des fraudes, mais il subsiste autour d'eux une aura de malaise. Et si une partie de l'histoire humaine avait réellement été effacée, et si certaines traces, malgré tout, avaient survécu. Les archéologues parlent parfois de le out of place artifact, les OOP arts. Ce terme désigne ces objets qui n'ont pas leur place dans la chronologie officielle. Des outils trop anciens, des gravures impossibles, des constructions dont la technique dépasse le savoir supposé de leur époque. La plupart sont écartés par prudence méthodologique, mais certains résistent, comme des pierres dans le courant, à l'érosion du doute. Au Pérou, dans les grottes d'Ica, on a découvert des centaines de pierres gravées représentant des scènes étranges. Hommes aux côtés de dinosaures, opérations chirurgicales, instruments avancés. La science dominante y voit des faux fabriqués au XXe siècle. Mais leur simple existence a nourri l'idée que des mémoires très anciennes auraient pu être codées dans la pierre, puis mal comprises ou transformées. En Afrique du Sud, dans la région d'Ottosdal, furent trouvées des sphères métalliques parfaitement sphériques, âgées de près de 3 milliards d'années. La science les explique comme des formations naturelles de pyrophilites, façonnées par des processus géologiques. Mais certains chercheurs indépendants y voient des traces artificielles, impossibles à concilier avec notre chronologie. En Turquie, sur le site de Göbekli Tepe, l'archéologie a déjà livré une surprise majeure. Un complexe monumental érigé il y a plus de 11 000 ans, bien avant l'invention de l'agriculture selon le consensus établi. Les colonnes massives, ornées d'animaux sculptés, témoignent d'une organisation sociale et d'un savoir symbolique bien plus ancien que ce que l'on croyait possible. Göbekli Tepe, loin d'être un opart marginal, est une découverte attestée, mais elle illustre l'idée que l'histoire humaine recèle des zones d'ombre. Des cartes anciennes, comme celle de Piri Reis, montrent des côtes qu'on ne pouvait pas connaître.
Des ruines sous-marines, comme à Yonaguni ou dans la baie de Cambay, soulèvent tôt des questions dérangeantes. À chaque fois, la science orthodoxe hésite. Faut-il admettre une anomalie ou la reléguer au rang de curiosité ? L'archéologie interdite commence là, dans cet espace où la prudence scientifique devient parfois une forme de silence. L'exemple des batteries de Bagdad est souvent cité. Ces jarres découvertes près de la capitale irakienne contiennent des tiges de cuivre et de fer. Certains y ont vu des dispositifs électriques anciens capables de produire une faible tension. D'autres y voient simplement des récipients de stockage. Mais l'idée qu'un peuple antique ait pu connaître l'électricité avant son invention moderne dérange, car elle remet en cause notre progression linéaire de la technique. On pourrait évoquer aussi les crânes de cristal attribués aux civilisations mésoaméricaines. Leur origine exacte est débattue, certains étant des fabrications modernes, mais d'autres présentant des caractéristiques de taille impossibles à reproduire avec les outils sans connus des anciens Mayas ou Aztèques. Ces objets deviennent alors des symboles, non pas de certitudes, mais de questions ouvertes. L'archéologie interdite n'est pas seulement une liste d'objets étranges, c'est surtout une atmosphère, celle d'un monde académique qui redoute le désordre, qui préfère la continuité rassurante à la rupture radicale. Pourtant, l'histoire de la science elle-même montre que les plus grandes découvertes ont souvent commencé par des anomalies. Ce qui dérange, ce qui ne s'explique pas, finit parfois par devenir une vérité reconnue. Mais pourquoi ces objets nous troublent-ils tant ? Parce qu'ils évoquent la possibilité d'une mémoire perdue. Ils suggèrent que des peuples, bien avant Sumer, l'Égypte ou l'Indus, avaient déjà atteint un degré de savoir insoupçonné. Que leurs traces, rares, déformées, subsistent encore, mais qu'on refuse de les écouter. Derrière chaque artefact contesté se cache l'idée d'un monde englouti, d'une humanité plus ancienne que la nôtre, dont il ne reste que des éclats. Dans les bibliothèques, certains manuscrits médiévaux mentionnent des terres disparues, des technologies étranges, des visions d'un passé différent. Dans les grottes, certaines peintures rupestres montrent des formes qui ne s'expliquent même pas. Dans les traditions orales, des peuples parlent de savoirs venus des étoiles, ou d'ancêtres plus grands que nature. Peut-être que l'archéologie interdite est en réalité une archéologie de l'imaginaire, là où l'histoire officielle n'ose pas aller. Et pourtant ce silence interroge. Car si l'on met de côté les faux et les illusions, il reste un nombre suffisant d'énigmes pour suggérer qu'il existe une couche manquante dans notre histoire. Comme si le temps avait effacé un chapitre entier et que quelques phrases isolées avaient un survécu semé dans le sable, la pierre ou la mer. L'archéologie interdite est alors moins une science qu'une quête. Elle nous confronte à notre désir de certitude et à notre peur de l'inconnu. Elle nous dit que la mémoire humaine est incomplète et que nos chronologies ne sont peut-être que des récits provisoires. Elle nous rappelle que le passé n'est pas figé, mais qu'il recèle des ombres, des failles, des absences. Ce qui demeure le plus troublant, ce n'est pas tant la réalité ou la fausseté de tel ou tel artefact, c'est l'insistance du motif. Partout surgissent des anomalies, comme si le passé refusait de se laisser enfermer. Partout, des pierres, des objets, des récits échappent au cadre. Partout, le silence académique se mêle à la fascination populaire. Comme si quelque chose, dans notre mémoire collective, cherchait à revenir à la surface, malgré les interdits. Ainsi, l'archéologie interdite est avant tout une question. Elle ne dit pas « voici la preuve d'une civilisation perdue ». Elle dit « regardez ces ombres, écoutez ces murmures, et demandez-vous pourquoi ils existent ». Dans ce questionnement, il y a déjà un bouleversement. Car admettre que le passé est inachevé, c'est accepter la possibilité que nous ne soyons pas les premiers. L'eau est la première matière de la mémoire humaine. Elle coule dans les récits comme dans les rivières, elle traverse les mythes, elle emplit les songes. Elle est à la fois origine et fin, matrice et tombeau. Depuis les récits de la Genèse jusqu'aux chants des peuples insulaires, elle apparaît comme une force qui n'oublie rien, qui conserve les traces invisibles des mondes passés. Quand nous parlons du déluge, nous parlons toujours de l'eau, non seulement comme instrument de destruction, mais comme gardienne silencieuse de ce qui fut englouti. Les océans couvrent plus des 2/3 de la surface terrestre. Sous leurs vagues dorment des paysages entiers, des vallées, des montagnes, des forêts fossiles, des rivages anciens que les hommes foulèrent avant qu'ils ne disparaissent sous la montée des mers. Chaque centimètre d'eau est un voile posé sur des mémoires perdues. Pourtant, l'eau ne détruit pas toujours, elle conserve. Dans ses profondeurs, à l'abri de l'air et du feu, des épaves demeurent intactes des siècles durant, des temples dorment sous les sédiments,
Des traces attendent que quelqu'un vienne les réveiller. Les mythes en ont conscience. Partout, les récits disent que les eaux recouvrent, mais aussi protègent. Dans les traditions polynésiennes, les océans sont des archives vivantes, habitées par les esprits des ancêtres. Les plongeurs qui s'y aventurent ne descendent pas seulement dans un espace physique, mais dans une mémoire collective. Dans les légendes celtiques, des cloches résonnent trop parfois sous les vagues, rappelant les villes englouties dont l'écho n'est pas mort. Ces images traduisent une intuition. L'eau n'oublie pas. La science moderne rejoint étrangement ce pressentiment. Les chercheurs savent que les fonds marins recèlent des indices précieux sur le climat et l'histoire terrestre. Les carottes prélevées dans les sédiments océaniques révèlent la composition de l'atmosphère d'il y a des dizaines de milliers d'années. Les bulles d'air prisonnières de la glace polaire conservent la mémoire du ciel ancien. Dans les profondeurs, les courants transportent des traces invisibles de ce qui s'est produit sur les continents. L'eau est une archive mouvante inscrivant dans ses flux les bouleversements de la planète. Mais au-delà des sciences naturelles, l'eau porte aussi la mémoire des cultures. Elle garde les empreintes des migrations, des routes maritimes, des navires qui ne sont jamais revenus. Chaque mer est un cimetière d'hommes et de mondes. L'Atlantique conserve dans ses abysses des galions chargés d'or et des cargaisons humaines arrachées à l'Afrique. La Méditerranée garde les flottes antiques, les villes englouties, les ports disparus. L'océan Indien recèle encore les traces des navigateurs qui lièrent l'Orient et l'Occident bien avant la histoire écrite. L'idée que l'eau est une mémoire plus subtile a fasciné certains chercheurs modernes. Et l'hypothèse que les molécules d'eau puissent conserver des traces des substances qu'elles ont rencontrées, même après dilution, a suscité débats et controverses. Mais indépendamment de la science contestée, cette notion a une valeur symbolique profonde. L'eau comme gardienne invisible de ce qu'elle a touché. Les mythes semblaient déjà le savoir. Dans le cadre du déluge, la mémoire de l'eau prend une dimension encore plus troublante, car si les océans ont englouti des civilisations entières, ils en sont aussi les tombeaux. Les côtes englouties, les cités submergées, les temples disparus, tout cela dort sous les vagues, peut-être intact, attendant d'être retrouvé. Ce que nous appelons oubli n'est peut-être qu'une attente, une mémoire silencieuse gardée par l'eau. La montée des mers à la fin de l'âge de glace a transformé la carte du monde. Des millions de kilomètres carrés de terre furent recouverts. Les survivants en gardèrent le souvenir, mais les océans, eux, gardèrent les ruines. Chaque vague qui se brise contre une falaise est comme un rappel discret. Je sais ce que vous avez perdu. Les profondeurs sont des bibliothèques muettes que nous ne savons pas encore lire. Et si les mythes avaient raison, et si sous les mers dormaient les archives véritables de l'humanité? Des temples anciens, des bibliothèques pétrifiées, des villes entières ensevelies sous le sable marin. Les technologies de train modernes commencent à peine à explorer ces espaces. Les sonars révèlent des reliefs inattendus. Les drones captent des images de murs, de routes, d'escaliers. Chaque découverte suggère que les océans sont moins vides qu'on le croyait, qu'ils sont pleins d'histoires endormies. L'eau ne conserve pas seulement les pierres, mais aussi les récits. Car chaque peuple qui vit au bord de la mer en a parlé, en a chanté la mémoire. L'eau est toujours au centre des mythes fondateurs. Elle recouvre, mais elle révèle aussi. Elle efface, mais elle purifie. Elle détruit, mais elle fait renaître. Les survivants du déluge ne sont jamais perdus dans le feu, ni dans le vent, toujours dans l'eau. Comme si c'était elle et elle seule qui portaient la mémoire du monde, à la fois témoin et actrice. Ce que nous appelons mémoire de l'eau, dans le langage des mythes, n'est donc pas une curiosité poétique. C'est une vérité intuitive, inscrite dans la conscience humaine. L'eau est la grande archive du passé. Elle garde les ossements et les épaves, mais aussi les histoires et les peurs. Elle est scellée la mémoire des peuples engloutis et des mondes perdus. Chaque vague, chaque rivière, chaque goutte qui tombe contient, symboliquement, la totalité du temps. Quand on contemple l'océan, ce qui fascine, ce n'est pas seulement l'étendue ou la puissance, mais la conscience obscure que sous cette surface dort un monde entier. C'est ce qui trouble les plongeurs, ce qui hante les marins, l'impression que la mer regarde en retour, qu'elle se souvient. Peut-être reste cela, la mémoire de l'eau, non pas une mémoire accessible, mais une mémoire qui nous dépasse, qui nous enveloppe, qui nous rappelle que nous ne sommes que des passagers dans un monde plus ancien que nous. Les mythes de déluge, lus de cette manière, ne sont plus seulement des avertissements. Ils sont aussi des invitations. Ils nous disent « Regardez sous la surface, ce que vous cherchez est là, dans les profondeurs ».
La mémoire de l'eau est la mémoire de ce qui fut englouti, mais aussi de ce qui peut être retrouvé. Elle n'est pas morte, elle attend. Dans la plupart des récits anciens, le déluge n'est pas un événement unique. Il n'est pas une catastrophe isolée, mais l'expression d'un cycle. Les peuples qui vécurent avant nous semblaient un peu convaincus que le monde n'avance pas en ligne droite. Il tourne, se répète, s'efface et renaît, comme les saisons, comme les phases de la lune, comme les marées. Le déluge, dans cette vision, n'est pas seulement une mémoire du passé. C'est une promesse de recommencement, parfois une menace de répétition. Les Grecs le savaient. Hésiode parlait de l'humanité créée et détruite en plusieurs rastes, chacune succédant à l'autre, chacune périssant dans la démesure ou la décadence. Les Indiens, dans leurs textes sacrés, décrivaient les 4 yugas, des âges cosmiques où le monde dégénère progressivement, avant d'être balayé pour renaître à nouveau. Les Mayas inscrivaient leur calendrier dans des cycles de création et de destruction, chaque ère s'achevant par un cataclysme. Partout, l'histoire n'est pas pensée comme un progrès, mais comme une roue qui tourne, implacable. Le déluge est l'une des formes de cette roue. Il efface, mais il prépare. Après lui vient toujours une nouvelle humanité, plus fragile peut-être, mais vivante. Les survivants deviennent les semences d'un autre âge, et le monde recommence. Ce schéma se répète à travers les continents, comme si l'humanité avait compris une vérité plus vaste. Tout ce qui naît doit mourir, et tout ce qui meurt prépare une nouvelle naissance. Les traditions andines parlent du Pachacuti, un renversement du temps et de l'espace où l'ordre du monde est bouleversé pour renaître différemment. Ce mot résonne avec les récits du déluge. L'eau monte, le ciel tombe, la terre se transforme, puis l'équilibre revient, mais jamais identique. Ce qui fut détruit ne revient pas à l'identique, mais dans une autre forme. Le cycle n'est pas une répétition parfaite. Il est une spirale où chaque recommencement porte les traces de ce qui a été perdu. Les survivants de ces cataclysmes transmettent souvent des avertissements. Ce qui est arrivé peut arriver encore. Dans les temples mésopotamiens, dans les épopées indiennes, dans les chants polynésiens, cette idée revient. L'histoire restait fragile. Ce que nous croyons solide peut disparaître en une nuit. Le déluge n'est pas un souvenir figé, mais un rappel constant que la destruction fait partie de l'ordre du monde. La science moderne, étrangement, rejoint cette intuition. Les cycles climatiques, liés aux oscillations de la Terre, aux mouvements des planètes, aux variations solaires, montrent que le climat n'est jamais stable. Les glaciations se succèdent aux interglaciaires, les périodes de réchauffement au refroidissement. L'humanité, sans le savoir, a vécu au rythme de ces cycles. Ce que les mythes exprimaient sous la forme de dieux et de cataclysmes, la science le décrit par des chiffres et des courbes. Mais le fond est le même. Le monde change, et il change selon des rythmes que nous ne maîtrisons pas. L'idée du cycle trouble parce qu'elle remet en question nos certitudes modernes. Nous pensons souvent que l'histoire est un progrès continu, que nous avançons vers toujours plus de savoir et de puissance. Mais les mythes nous rappellent que d'autres civilisations ont peut-être pensé de même avant de disparaître. Les ruines sous-marines, les mégalithes solitaires, les cartes impossibles sont peut-être les fragments de ces mondes passés, balayés par leur propre cycle. Et si nous étions nous aussi au cœur de ce retour, les signes ne manquent pas. La montée des mers, les dérèglements climatiques, les peurs liées aux astéroïdes, aux volcans, aux pandémies. L'humanité contemporaine, malgré sa technologie, demeure vulnérable aux forces de la nature et du cosmos. Nos villes, nos réseaux, nos mémoires numériques sont fragiles face à l'eau, au feu, au ciel qui s'assombrit. Les anciens le savaient, ils avaient vu des mondes entiers disparaître. C'est peut-être cela qu'ils ont voulu transmettre. Non seulement le souvenir du déluge, mais l'idée que rien n'est à l'abri, jamais. Le cycle n'est pas seulement destruction, il est aussi purification. Dans de nombreux récits, le déluge efface parce que le monde était corrompu, saturé de violence ou d'oubli. L'eau vient comme une réinitialisation, un retour au silence. L'humanité repart alors de presque rien, humble, fragile. Cette vision donne au cataclysme une dimension morale. Le cycle n'est pas aveugle, il répond aux excès. Mais d'autres mythes disent le contraire. Le cycle est neutre, indifférent. Le monde se détruit, non parce que les hommes l'ont mérité, mais parce que tel est l'ordre des choses. Dans les deux cas, le message est le même. L'éternité n'existe pas, sauf dans le mouvement. Les prêtres de l'Égypte ancienne parlaient de Zep-Tépi, le premier temps, un âge mythique effacé par les eaux, mais dont le souvenir demeurait. Chaque rituel, chaque fête, cherchait à réactiver ce moment originel. L'idée était claire, le temps n'est pas linéaire,
il revient toujours à son commencement. Ce que nous vivons aujourd'hui est un reflet de ce qui fut et un prélude à ce qui sera. Dans ce miroir des cycles, l'humanité se voit fragile et passagère. Nos monuments, nos langues, nos technologies peuvent en disparaître comme d'autres avant eux. Mais les mythes, eux, persistent, car ils portent cette structure cyclique dans leur cœur. Ils sont des rappels que le déluge n'appartient pas au passé, mais à un mouvement éternel. Peut-être reste cela le sens le plus profond du déluge. Il est le symbole du retour. L'eau monte, le monde s'efface, un nouveau monde naît. Puis, inévitablement, l'eau reviendra. Le cycle est une respiration, un battement. Ce qui fut englouti renaîtra, ce qui renaît sera englouti. L'histoire humaine se déroule entre ces vagues, toujours menacées, toujours recommencées. Et si nous regardons aujourd'hui les océans avec inquiétude, ce n'est peut-être pas seulement à cause du climat. C'est aussi parce qu'une mémoire ancienne, inscrite dans nos mythes, nous dit que le cycle revient, que les eaux, tôt ou tard, s'élèveront à nouveau. Ainsi, le déluge n'était pas un mythe isolé, ni un souvenir perdu. Il était l'image d'un rythme universel, celui de la création et de la destruction. Les anciens l'ont raconté pour que nous ne l'oublions pas. Car la véritable leçon n'est pas dans le passé, mais dans la répétition. Le cycle ne s'achève jamais. Il revient encore et encore, comme la mer qui se retire et revient toujours frapper la côte.